Je suis entre les poteaux et les 22, je vois ce ballon, il me passe au-dessus et la façon dont je le vois passer, je le vois à côté, donc je me retourne et je vois Berbizier qui attrape le ballon. Je vais tranquillement aux 22 mètres en attendant qu'on me donne le ballon pour le renvoi. Et là, j'entends le public qui réagit et je me retourne et là, je vois Berbizier donner à Blanco. Ouais. Ah, là, j'ai commencé à me dire, aïe, qu'est-ce qui va se passer quand je vois Blanco qui sort des 22, qui sort de l'embut, qui donne à Lafont, Lafont c'est là, et là, quand je vois Philippe qui déborde, moi j'arrive, je suis dans les 22, j'accélère, je vais à son soutien, il me voit arriver, il croise avec moi, et je me retrouve donc sur la ligne de touche, pleine vitesse, avec au milieu de beaucoup de blanc, oui. Avec beaucoup de blanc. Il y a toute la troisième ligne qui revenait à l'intérieur. J'ai l'arrière et Rory Underwood devant moi. Et je fais avec les moyens que j'avais à l'époque, c'est-à-dire ma vitesse, ma technique du jeu au pied, petit coup de pied par-dessus. Je donne un coup d'œil au centre du terrain. Je vois Philippe qui m'appelle avec des grands gestes. Et je lui fais une passe au pied. La passe, elle est incroyable au pied, là. Elle est millimétrée. Ouais, je l'ai fait. C'est parfait. J'ai pas recentré. C'est vraiment une passe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce déblayage extraordinaire. Ce soir, un déblayage rugby, 100% rugby, et on s'est concentré sur une des familles les plus connues du rugby français, une famille qui a marqué le maillot tricolore. Je parle de la famille Canberra-Béraud et j'ai la chance d'avoir 3 membres réunis ici ce soir avec nous, et on va commencer tout simplement par le plus jeune. Guy, comment ça va ? Moi, ça va très bien. Mais Guy, on est très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes venu avec vos 2 fistons, Didier. Salut Didier. Bonjour. Didier Canberra-Béraud. Et à côté, Gilles. Salut Hugo. Voilà, alors évidemment, on n'a pas besoin de les présenter, on va quand même le faire petit à petit dans cette émission. On va parcourir l'histoire des Canberra-Béraud dans le rugby français, mais tout ça c'est après le sommaire, les amis, le sommaire de l'émission, où on va commencer par la source. Après Tyros, ça va surtout parler de Guy et de Lilian, on va parler de la Voulte, le club qui a vu émerger les Canberra-Béraud, avant bien sûr de s'attarder sur Didier et Gilles, notamment dans la période grenobloise qui nous concerne, mais également autour de l'équipe de France. Puis on parlera de la relève de Mathieu, mais ce n'est pas tout, parce que Canberra-Béraud, c'est une famille de sportifs, et vous le verrez, il y a plein de choses également à dire autour de ça. Voilà, messieurs, on va commencer avec la première partie, sans attendre, la Voulte avec Guy et Lilian. Alors, pour parler des Canberra-Béraud, on a fait un petit arbre généalogique, en tout cas version rugby de la famille Cambé. On va le mettre à l'écran. Et mon cher Guy, on va voir quand même, pour que tout le monde comprenne bien. Il y avait vous, Guy, et votre frère Lilian. Tous les deux, vous avez été internationaux français. Oui. C'est bien ça. Vous avez eu ensuite, vous, Guy, 2 fils, Didier et Gilles, qui ont tous deux eu une carrière, messieurs, une carrière nationale importante, dans pas mal de clubs. On fera le tour tout à l'heure. Didier, tu as touché à l'équipe de France. Gilles, tu as été juste aux portes, on va dire. Oui, moi j'étais 2 fois remplaçant. Voilà. Et voilà, dans l'époque, quand on était remplaçant, on n'était pas considéré comme international. Donc, et puis surtout, donc je ne le suis pas. Et tu rentrais. Et oui, tu rentrais pas. Si, tu pouvais rentrer, mais que sur blessure. Il n'y a pas de coaching. C'est ça. Et puis, si on peut remettre le petit histogramme, les amis, c'est que l'organigramme, pardon. On a également Mathieu, joueur du CS Vienne, qu'on salue, joueur qu'on suit pas mal. Alors, messieurs, la première question, avant d'aller plus loin, et je la pose à vous, Guy, quand même, quand vous voyez que vous, votre frère, votre papa aussi, bien sûr, était rugbyman, et puis que vos 2 grands garçons, petits-fils maintenant, font du rugby à haut niveau, c'est dans l'ADN. Comment ça se fait ?
Oh, mais la semence, c'était bonne, quoi, c'est tout. Bah oui, c'est ça. mais Non, c'est comme ça, quoi. Mon père a joué 20 ans. Nous, mon frère et moi, on a pris la suite. Didier, comme vous avez dit, Didier et Gilles. Bon, puis après, il y a les deux petits-fils. Parce qu'il y a eu Johan qui a arrêté à cause de son genou. Mais voilà, on était vraiment une famille de rugby, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? votre papa qui a joué à Tyros. À Tyros, oui. Voilà, ça ne faut pas l'oublier, vous m'avez dit avant. Oui. Il est plus là, mais il a porté les couleurs de Tyros. Ouais. C'est très important. C'est très très important, on ne l'oublie pas. Messieurs, Didier et Gilles, quand vous n'aviez pas le choix. Vous étiez obligé de jouer au rugby. Non, on n'a jamais été obligé, non. Mais bon, quand on était donc avec Gilles, quand on allait au stade de la Voulte, moi je n'ai aucun souvenir des matchs de la Voulte de papa parce que nous on avait le ballon, on s'amusait dans l'embut, il y avait beaucoup d'herbe, le terrain était très grand derrière l'embut. On jouait là-bas et le match, on ne savait pas ce qui se passait, quoi. Ouais. Donc on jouait de notre côté, le match à côté. Bon, après l'anecdote que j'ai, c'est qu'un jour j'ai pleuré tout mon sou parce que le ballon était, à cause du vent, le ballon était passé par-dessus la tribune, ils m'ont piqué le mien pour jouer. Donc ça m'a un peu vexé, mais c'est vrai qu'on voilà. Ils l'ont pas rendu après. Non, parce que le ballon, il faut connaître le stade de la Voulte. Quand il y a du Mistral et que ça passe derrière, ça peut aller très loin. Non, mais après on était dedans. Voilà, toutes les semaines et le mercredi à l'école et au club, quoi. Donc on n'a pas été forcé, mais automatiquement, bien sûr qu'on est allé directement. Gilles, le fait d'avoir un papa et un tonton internationaux, ça pousse quand même. Ah ben oui, ça pousse. Je crois que comme tout le monde, quand on est dans une famille où le père est international, l'oncle aussi, on baigne dans le monde du rugby. Puis c'est vrai qu'à la Voulte, c'était aussi un petit village, donc il n'y avait pas 1000 sports. Et c'est vrai que la plupart des garçons venaient au rugby automatiquement. Mais c'est vrai que ça pousse à essayer de faire comme eux. On s'identifie automatiquement et on essaie de reproduire un peu ce qui s'est passé. Alors des fois c'est un peu plus de pression, mais enfin je crois que ça a surtout été beaucoup de bonnes choses. Alors l'histoire elle est belle les amis parce qu'aujourd'hui tous les gens du rugby connaissent bien sûr la fratrie Gilles et Didier. La génération d'avant elle connaissait la fratrie Guy et Lilian parce que Guy n'allait pas sans Lilian et vice versa. Mon cher Oui, Guy. c'était obligé quoi, on s'entraînait à la maison, on faisait des passes, puis on avait ça, involontairement, on avait ça dans le sang, quoi. C'était dans le sang. Alors ça fait partie, mais après, évidemment, de la famille du rugby, mais c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais on a quand même, à force de jouer quand on avait 5 minutes, machin, parce qu'au début, on n'avait pas de ballon. Et vous jouiez avec quoi alors? Eh bien, avec un béret, on faisait une boule. C'était dans les Landes, ça. C'était dans les Landes encore. C'était pas la Voulte. Alors justement... Quand j'étais... Oui. Allez-y Guy, je vous en prie. Non, mais moi j'ai commencé avec ça. Et puis... Et ça vous a pas empêché d'aller en équipe de France? Ah non. Eh ben non. Non, puis on aimait, quoi. Avec le béret. Pour votre première cape. Alors, on va revenir sur la carrière de Lilian. Lilian qui est décédé il y a quelques années. On a refait un petit parcours parce que parcours de joueur pour Lilian. Alors Tyros, évidemment, la Voulte, qui est le club qui a marqué les Canberra-Béraud, puis c'est les Canberra-Béraud qui ont marqué la Voulte. C'est un petit peu réciproque. Périgueux, une grosse dizaine, 13 sélections en équipe de France. Puis également Lilian qui a été entraîneur à Périgueux, à Vienne, à Bourgoin, à La Roche, à Périgueux. Il est revenu à Périgueux, puis même jusqu'à Marseille. Lilian qui a été champion de France, ça on en parlera parce que ça a été un titre important. C'était votre binôme, c'est-à-dire que voilà, vous avez joué ensemble, c'était les Cambés déjà. Oui, mais en plus, il a fallu que moi j'ai joué à l'ouverture et mon frère est passé à la mêlée. Parce qu'il jouait aussi à l'ouverture en junior. Ah oui. Mais bon, alors il y avait le même poste. Voilà, il y avait le même poste. Ça se passait bien, il n'y avait pas de problème. Et puis il y a eu l'entraîneur de Joinville, M. Poulain à l'époque,
il a pris Lilian en main, parce qu'on faisait 2 ans et demi d'armée, et il a appris à faire des passes. La passe qu'avait le frangin, il fallait pas qu'il plonge pour faire les passes longues, mais il restait bien cambré. Pourtant, il est connu pour des plongeons là, sur des passes. Oui, non, mais après oui, mais au début, c'était comme ça. Mais il a beaucoup travaillé. Alors, vous savez, chez LSD, nous, on adore aller fouiller dans les armoires, on récupère des vieilles VHS, et puis après, on arrive à les remettre un petit peu en état. Là, celle-ci nous a été donnée par Monsieur Darley, qu'on salue évidemment. C'était un Super 8 C'était pas un Super 8 encore, alors peut-être que c'est un Super 8 qui a été transformé lui-même en VHS. En tout cas, on va écouter Lilian Cambera-Béraud qui nous parle de son arrivée à la Voulte. À l'école primaire, tout le monde jouait au rugby. L'instituteur, qui était le directeur, qui lui n'était pas un ancien joueur, avait trouvé une solution extraordinaire. Ceux qui savaient la leçon allaient jouer au rugby pendant les récréations, parce qu'on avait un terrain qui longeait juste l'école, il fallait traverser la nationale et on était sur le terrain. Et puis ceux qui ne savaient pas la leçon, eh bien, ils ramassaient l'herbe devant l'école. Alors, croyez-moi qu'au début on se faisait piéger une fois, mais c'est comme ça qu'on a tout le monde joue au rugby. C'est pour ça que Tyrosse a eu beaucoup de jeunes qui sont devenus des grands joueurs, parce qu'il y avait le rugby. Oui, moi j'avais 18 ans en moi et Guy avait 19 ans. Mais à l'époque, Guy jouait déjà en équipe première à Tyrosse et il était retenu en France C. Alors que moi je jouais en Réchelle et je n'ai jamais eu l'occasion de jouer en équipe première à Tyrosse. Ça a été qu'à l'arrivée à la Voulte, qu'au bout de 4-5 mois, je suis monté en première et après c'était parti. Ah ben à l'époque, quand je suis rentré en équipe première à la Voulte, j'étais un monstre puisque je faisais 1m63 et demi et 50 kg 500. Didier, voilà, c'est important. Oui, parce que c'est 63 et demi. Ouais, parce que il a eu un concurrent à l'époque, Jacques Fourou, ils doivent en parler en ce moment entre eux, qui faisait un 63. Ah, et donc il y avait toujours le petit. Et le demi était très important. Gilles, on a entendu là dans le témoignage de Lilian, on parlait même d'équipe de France C à l'époque. C'est vrai que c'est une autre époque. Hein. Oui, c'est vrai que je le savais même pas, parce que c'est vrai que nous on a connu B et A', c'était à notre époque, mais je savais pas qu'il y avait d'équipe France C. Et c'est très bien. Et alors, avant de revenir avec vous, mon cher Guy, on a un deuxième petit bout de reportage pour terminer avec Lilian, où on parle de Lilian et de vous, toujours à la Voulte, et puis après ça nous permettra de parler du Voulte sportif. La Voulte, champion de France 70, c'est aussi le club des frères les plus titrés du rugby français, les Cambera-Béraud. Guy et Liliane prodiguent leurs conseils aux jeunes et préparent la relève au sein du club champion de France. Ça va, tu l'as fait en direction du poteau. Oui, mais t'occupes pas, les poteaux tu les regardes d'abord et puis après tu le regardes plus. D'ailleurs, tu te mets trop loin. Pas mal, 50 mètres à peu près. On a parlé de Pelé Football Club. Avec eux, on pourrait parler de Cambé Rugby La Voulte. Leur gentillesse a conquis tout le monde. Il est vrai qu'ils sont établis ici depuis près de 17 ans. Leur gloire sportive est un grand sujet d'admiration. Aussi, ils viennent de publier un ouvrage, Le mot de passe, dont le titre est suffisamment explicite sur des complicités qu'on ne peut trouver qu'entre frères. Les Cambé La Voulte, c'est une association plus que parfaite, idéale. Enfin, c'est peut-être le club des Cambé, oui, parce que ça fait quand même 17 ans qu'on joue à la Voulte et on nous appelle les Cambé, on nous appelle les gamins, les lutins, alors on est bien enracinés ici. Alors c'est pour ça qu'en définitive, on a peut-être fait un peu, disons, pour le rugby à la Voulte. Hein. À ce club de la Voulte, mon cher Guy, on l'a dit tout à l'heure, c'est un club qui est lié avec votre nom de famille. Hein. Oui. Mais c'est vrai que quand on est arrivé là-bas, avec mon père, j'étais tout seul, il n'y était pas. Mais quand on a choisi le club, évidemment, ça nous a fait un peu tout drôle, parce que c'était... C'est une petite ville, hein. Oui, maintenant il y en a 5000. Ouais, il y en a encore moins.
Oui, non, et maintenant il y en a moins. Comme à Tyros à l'époque, il y avait 3000, vous voyez, on a choisi que des grands clubs, vous voyez, mais des grandes villes, vous voyez. Mais des grands clubs. Mais en définitive, en plus, je me suis cassé la figure sur une Vultaine. Ah bah ouais. Alors, on était pris, quoi. Parce qu'on on a failli partir plusieurs fois. Et puis, en définitive, on a fait notre vie là. La vie à la Voulte, on va voir votre parcours, mon cher Guy, également, qu'on a résumé sur cette petite chronologie. Guy, un peu moins de clubs que votre frère Lilian, Tyros chez les jeunes, la Voulte, et puis il y a eu aussi l'équipe de France que vous avez partagée avec votre frère. Oui. Ouais. Il a joué un peu 2 ou 3 matchs de plus que moi, à l'équipe de France. On vérifiera les stats. Nous, on avait 14 pour Guy, 13 pour Lilian. Sélection, Ah bon mais vous avez joué 13-13 ou 14-14, mais bah, pas ils plus. joué ensemble. Alors bon, ça- par contre, En parcours d'entraîneur, il y a la Voulte. il faudrait que, Ouais, et il y a la Voulte à l'entraîneur. faudrait que je rejoue alors. Faut reprendre les... Pas tous ensemble, mais Ouais. le même jeu. le même nombre de sélections. Ouais, on va aller fouiller dans les stats, a priori, selon Non, mais c'est bon. les stats. C'est bon. Non, ouais. Non, mais ça changera rien, mais ça fera rien. Ah, c'est important quand même, c'est important. Je ne jouerai pas d'image. Alors justement, pour boucler un petit peu, nous, la boucle de la Voulte, à l'époque, c'était médiatiquement, jusqu'au titre de 70, les frères Cambé et la Voulte, ça a fait connaître ce rugby de la Voulte à la France entière. On vous remet un petit documentaire d'époque. Avez-vous un vœu commun, Lilian? Pour moi, le vœu serait bien entendu d'être champion de France avec la Voulte. Guy? Et moi aussi, également, le tournoi des Nations. En 57, je pense que c'était la première année où la Voulte jouait en première division. Dès la première année, le La Voulte Sportif Rugby s'est installé aux commandes des championnats de France de rugby première division. 1956 donc, ils étaient encore en deuxième, enfin, ce club était encore en deuxième division, et que 3 ans plus tard, il faisait partie des 10 meilleures équipes de France. Je dirais qu'en fait, on était dans les 5 meilleurs. Le docteur Devecchi a eu le mérite de dénicher les Cambérabéros. Oui, parce que, bon, c'est un Basque. Les Cambérabéros sont des Basques. Et ils étaient, à l'époque, aguerrés, et il avait su, à Bayonne, que le père Cambérabéro se pliait, aguerré pour avoir un climat intéressant, que j'aimerais revenir dans le coin. Et Devecchi a dit, pourquoi on ne pourrait pas les faire venir à la Voulte? Il en a parlé à M. Palix. Et M. Palix lui a donné carte blanche. Alors, messieurs, c'est des images. Est-ce que vous les avez déjà vues déjà? Ah non, pas du tout. Puis quand je vois Monsieur Chevalier, qui était à l'époque c'était le patron de l'école de rugby, quoi. Et c'est lui qui gérait tous les jeunes. Ça fait, je sais plus. Je n'ose pas dire au nombre de temps que je l'ai jamais vu et que je l'ai pas vu, quoi. Et Gilles, de voir votre papa, votre tonton qui disent nous on veut gagner le titre, puis on veut le 5 Nations en même temps. Ouais, c'est bien, non, la preuve c'est qu'ils ont réussi à le faire. mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images de l'époque, mais celle-ci, j'avoue que moi je connaissais pas. Et je suis toujours impressionné par la rigueur vestimentaire, par c'est très classe, je trouve, et c'est extraordinaire. Guy, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images-là, de revoir votre frère et vous à cette époque? Oh, mais ça fait toujours plaisir, hein. Ouais. De toute façon. On a fait quelque chose, on le revoit, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça. Ouais. Et pour nous, du petit club de Tyros, quand on est parti, on n'aurait jamais cru, évidemment, que 15 ans après, on avait fait quelque chose, quoi. Alors on continue parce qu'on a plein de petites surprises. On en a une autre encore autour de la fratrie Cambé à la Voulte. On la met, puis après on arrivera un petit peu au bout de ce club. Guy Cambérabéro, lorsqu'il parle de l'entraîneur, il dit « Monsieur Jean ». Ah oui. Ça, de toute façon, Monsieur Jean, c'est dans toute la France. Hein. Ah ouais. C'est dans toute la France. Est-ce que c'est un surnom? Est-ce que c'est un signe de respect? Je ne sais pas. Mais pour tous les joueurs,
que j'ai entraînés, à part les Cambérabéros, personne ne m'a jamais tutoyé. J'adore Lilian parce qu'ils ont été toujours non seulement respectueux, mais alors d'une sincérité vis-à-vis de moi, je crois, et vis-à-vis de l'équipe surtout, que je ne peux pas oublier. Autre chose, quand même, je savais qu'à la Voulte, quand on jouait contre la Voulte, on avait tous la trouille des Cambés, de leur propre, de leur coup de pied. Par conséquent, les troisièmes lignes adverses se détachaient et on jouait toujours à 8 contre 6 en mêlée. J'ai formé une mêlée extraordinaire. En 68-69, on est tombé en huitième de finale. En 69, on est tombé contre la SM à Marseille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, non? Huitième de finale. Oui. Et Guy Cambérabéros se casse la jambe. Et avec la jambe cassée, il marque un essai de 50 mètres quand même. Et en deuxième mi-temps, avec le vent dans le dos, on ne pouvait pas perdre. On joue à 14 et on se fait enfiler par un arbitre, je peux vous dire, c'était Tufou. Tufou qui nous a arbitré. Enfin, on perd ce jour-là. Et Lilian qui avait pris l'arbitre au collet, il l'avait amené au délégué en lui disant, voyez, ce type est une saloperie. Enfin, ça avait fait un choc terrible. On ne pouvait pas perdre. Alors, mon cher Guy, avec une jambe cassée, vous avez marqué un essai de 50 mètres. Moi, il faut que vous me racontiez cette anecdote. Non, vous vous rappelez plus? Non, mais oui, non, mais je sais. Bon, Elle était vraiment cassée, la jambe? Il n'y avait pas des radios à l'époque, c'est pour ça. Non, mais je suis sorti à un quart d'heure de la fin parce que j'en pouvais plus. Ouais. Mais disons que, bon, ben, j'ai fait le maximum. Hein. D'accord. Mais elle était cassée ou pas, la jambe? Oui, j'avais une fracture. Oui. Ah oui, une fracture. Et vous avez quand même marqué un essai avec la jambe fracturée. Oui, sans déplacement, mais... Non, mais... C'est incroyable. Ça a changé le rugby. Alors, mais vous êtes passé par Grenoble. Là, vous savez que Jean Liénard, ça a été, c'est peut-être la figure avec Jacques Fourou qui ont marqué l'histoire de Grenoble. Vous l'avez eu du coup. Enfin, non, vous l'avez pas eu, mais il a été le coach de votre papa et de votre oncle. En fait, on a tous les grands noms du rugby français qui tournent autour de cette période-là, hein, de la Voulte, des Cambés, Liénard. C'est beau de revoir ça. Ah mais c'est Monsieur Jean ou Maître Jean, on l'appelait. Ouais. Moi, il m'a jamais entraîné. J'ai fait un match, une saison, on a fait un match, la Voulte Grenoble. Il a entraîné Grenoble et je me rappelle, à la Voulte, on les avait gagnés et c'était pas prévu. Il n'avait pas prévu de perdre à la Voulte. Et je me rappelle toujours parce qu'il vient me voir à la fin, il me dit Didier... Et donc, je sais pas, j'ai quitté la Voulte en 85, donc j'avais moins de 24 ans. Et Didier, dis donc, ça t'intéresserait pas de devenir secondant? J'ai dit, écoute, tu vas voir l'entraîneur de la Voulte, c'est ton copain. Tu vas voir, tu verras bien. Mais bon, c'était toujours quelqu'un qui a entraîné papa et Lilian et qui avait beaucoup de respect pour la famille et qui était quelqu'un qui était... il faisait beaucoup de recherches, hein, c'était un petit peu un Raoul Barrière dans son sens. Il faisait beaucoup de recherches, il faisait beaucoup de calculs sur le rugby, il réfléchissait, mais quelqu'un aussi de très superstitieux. Hein, il faut savoir qu'un jour, il avait ramassé un boulon, je ne sais plus en quel match, il a gardé ce boulon à la poche jusqu'à la fin de sa carrière. Hein, il avait un boulon, voilà. Il avait là, ça lui portait bonheur. Donc en rugby, on est tous un peu superstitieux. Hein. Mais bon, t'as un geste, toi Non, moi je faisais l'inverse de Zidane, je mettais toujours les chaussures droites, les chaussures gauche, le même slip pour jouer, je l'ai gardé 20 ans. Ah oui, il y a quand même des choses. Ouais. Rituel pour toujours buter. Pareil pour buter, toujours pareil. C'est sûr, on se rattache à plein de choses pour se mettre en confiance. Hein. Gilles, pareil aussi, tu avais un rituel? Non, beaucoup moins. Non, moi j'étais pas du tout dans... Enfin, j'ai pas souvent, alors je le ressentais pas, hein, mais en tout cas, non, moi j'avais pas du tout... Ça durait quelques matchs parce que voilà, je me disais peut-être que comme tout le monde, on essaie de se rassurer, mais pas quelque chose qui m'a suivi toute ma carrière. Et une petite anecdote sur Gilles. Quand je l'entraînais, à un moment donné, je me tourne, il ramassait des pâquerettes. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais?
Alors du coup, Ça ne peut plus arriver, il n'y a plus de pâquerettes. Il n'y a plus de pâquerettes. il s'est levé, il ramassait des pâquerettes. J'étais amoureux. Mais alors, Non, c'était quoi non, comme mais- terrain non, mais- Il était où le terrain là pour... Je dis ça, je rigole tout le temps. Merci, papa. Merci l'anecdote. D'accord. Mais déjà, pour trouver des terrains avec des pâquerettes, Didier, tu as raison, c'est Quand compliqué, je vois hein. sur les billards que ça joue actuellement, Ah, ouais, nous ouais. on a joué dans des champs de fraises, des champs de patates, des champs de champs de maïs. fraises. Ah oui, c'était Ouais, c'est, non, mais- la voulte. Moi j'ai une photo chez moi qui est très grande du match retour de quand on monte en groupe A, on va gagner à Béziers. Je sais pas si on a des images, ça serait super. Et au match retour, on reçoit Béziers et j'ai une photo. Il y a pas d'herbe, on voit pas d'herbe, il y a pas d'herbe, c'est de la terre. C'est de la terre. Ah ouais, C'est ouais. de la terre, c'est ça. C'est Ouais, d'accord. quand on tombait, brûlé au 3e Oui, degré. et quand il y avait du vin, c'était le Sahara. Hein. Donc c'est Oh. vraiment pas comme maintenant. Ah, oui, oui. Guy, Jean Liénard disait là, les Cambés, c'est les seuls qui m'ont tutoyé dans la Ah vie. oui, toujours. Et croyez-moi, je tutoyais très difficilement. Et ben alors pourquoi Pour le respect, mais là... Il y a eu un lien fort Ah, avec, oui, je sais pas. Je avec sais pas. Monsieur Jean. Je sais pas. Oui, la preuve. Ouais. On s'entendait très bien. Hein. C'est un des coachs qui vous a le plus marqué, vous? Oui, celui qui a porté le plus, puis il savait prendre les joueurs, il avait les... il fallait se méfier, Ouais. parce qu'on l'appelait le renard. Ah, le renard. Ouais. Mais bon, enfin, comme ça. Mais je veux dire par là... Beaucoup d'affection, hein, il y avait beaucoup d'affection. Ouais, c'est ouais, sûr. Beaucoup. On s'est très, très bien entendu. Et alors, le paroxysme un petit peu de cette période à la Voulte, c'est ce titre de champion de France contre l'ASM. Alors là, on était obligé de remettre un peu plus quelques images pour qu'on se replonge dedans, puis on en reparle après. C'était en 1970. Les demi tant attendus. À l'ouverture, Guy Cambera-Béraud, numéro 10, capitaine de la Voulte. À la mêlée, Lilian Cambera-Béraud, numéro 9, qui pénètre sur le terrain avec la Voulte ici en maillot blanc. Guy Cambera-Béraud en tête. Guy Cambera-Béraud, 34 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire. C'est donc un petit peu sa fête, quel que soit le résultat. Les images de nos caméras de Toulouse. L'équipe à la phase éliminatoire du championnat. Avec un dernier carré, Grenoble, Agen, Montferrand, La Voulte. Ce sont ces deux derniers qui arriveront au bout. C'est le jour de gloire des Cambés et de la Voulte. De ses enfants. Et pourtant, ça n'avait pas été le jour des Cambera-Béraud, n'est-ce pas Guy? J'ai dû taper 3 coups francs, j'ai manqué les 3. Alors, de toute façon, c'est un souvenir d'ailleurs qui est merveilleux, parce qu'on disait toujours, bon, c'est les Cambés. On a prouvé malgré tout qu'il n'y avait pas que les Cambés qui comptaient. On a marqué un essai, évidemment un 3-0, c'est pas beaucoup, mais à la Voulte, il y avait un clou qui attendait. Enfin, il n'attendait pas, mais on l'a vite mis pour mettre le bouclier. Et je crois que c'est un souvenir extraordinaire. Et c'est ça, je crois, toute la vie de la Voulte qui a été championne de France en 70. Lilian, quel est le meilleur souvenir d'une longue carrière de joueur de rugby? Le meilleur souvenir, c'est sûr, c'est ce qui nous est arrivé avec la Voulte, c'est d'avoir été champion de France en 70. Ça, parce que c'était un club dans une petite ville, on ne s'y attendait pas beaucoup. Tout le monde tirait la charrue dans le même sens en disant qu'il fallait chaque fois sauver la saison, arriver à se qualifier. Et puis une année, est-ce que c'est le bon Dieu qui l'a voulu? Mais enfin, on s'est retrouvé champion de France. Ça a été tellement extraordinaire, pour moi, et de loin mon meilleur souvenir. Ça y est, bien, c'est fini, la Voulte 3, Montferrand 0. Une énorme joie, bien sûr, pour tous ces garçons. Ils sont tous là maintenant autour de Jean Liénard. Ils pleurent, ils s'embrassent. Les Cambés portés en triomphe et dire que Guy, je crois que c'est la première fois cette année, n'a rien marqué dans cette finale, mais quelle importance et quel formidable anniversaire pour lui. Monsieur, je vous rappelle que Guy, aujourd'hui, a 34 ans. Ils ont gagné cette finale par 3-0. Nous sommes champions de France. Nous avons le
crier, car l'équipe de la Voulte. Alors Guy fait quand même des souvenirs incroyables. Hein. Mais c'est obligé de se souvenir parce qu'un petit patelin de 6000 habitants, 5000 ou 6000 comme vous voulez, et bon, arrivé, parce qu'on avait fait quand même dans la carrière deux demi-finales, il n'y a qu'une fois qu'on n'a pas été qualifié. Ouais. Alors bon, pour nous, c'était la logique. C'est une logique, non. La logique, j'aime pas bien parce que c'est trop placardé. Ouais. Ça, mais je veux dire par là que tout le monde était content. Puis ça a été, pour les supporters, quelque chose d'extraordinaire. Et sacré le jour de votre anniversaire, alors. Oui, en plus. Mais ça, c'est une grosse erreur. Ça. Ah, c'est pas ça non plus? Si. Ah si. Ah oui. Ah, c'est une erreur parce que vous avez doublement fêté après, c'est ça? C'est une grosse erreur. Et alors, en plus, vous êtes passé à côté de votre finale, alors? À côté, oui. Et en plus, alors, je dirais une petite anecdote que j'aime pas, mais moi j'ai trouvé inadmissible, et je le dis tout le temps, c'est que quand on voit le gazon de l'époque, ouais, qui était au-dessus des chaussures, ouais, je suis désolé. Pour les buteurs, c'est pas bon. C'est inadmissible. Ah oui. C'est inadmissible. Je l'ai toujours dit, je vous le dis, et je le dis encore. Parce que maintenant, on ne jouerait jamais sur des terrains comme ça. Ouais. Jamais. Au moins couper l'herbe, quoi. Bah oui, c'est sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je l'avais dit, du rugby, vous en avez rien à foutre, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas les mêmes priorités. En plus, bon, il gagne 3-0 un essai, ouais, donc bon, il a rien mis ce match-là, mais l'autre non plus. Hein. Ouais, donc quelque part, il y avait un petit problème. Oui, c'est sûr. Mais les scores n'étaient pas amples à l'époque. Vous vous en rappelez de ce match? Vous étiez minot, vous? Oui, moi j'y étais au match. Donc j'y étais, mais je me rappelle absolument rien. J'avais donc 9 ans. J'y étais, je me rappelle pratiquement pas. L'essai, j'avais une vague idée que c'était Renaud Yallard, mais de la façon dont ça arrive, je ne me rappelais pas du tout. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le voyage retour en Micheline. Alors là, oui. Là, j'ai vu des choses que je n'ai jamais revues, et je ne sais pas ce que je faisais là, à un moment donné. Mais bon, c'est pareil, des souvenirs, des trucs qui me restent. Gilles, quand on voit le club de la Voulte champion de France, le bouclier, et après un club qui a disparu de l'élite après de nombreuses années, un club qui se reconstruit aujourd'hui, qui est sorti également de la fusion de Romoise. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah ben c'est sûr que ça fait mal au cœur. Hein. Ben, enfin, il n'y a pas que la Voulte. Hein. Malheureusement, le rugby a évolué d'une façon qui fait que beaucoup de clubs avec un gros passé, Tyros, Lourdes, on peut en passer plein d'autres. Donc malheureusement, c'est un peu l'évolution du rugby qui fait qu'une petite ville comme la Voulte, au niveau économique, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que c'est vrai qu'il y a eu le titre de champion de France, mais il y a aussi toute une histoire avant, certainement, mais aussi après. Puisqu'il y a eu des titres de champion de France cadet, junior, contre des clubs des grands clubs. Hein, c'était le haut niveau de l'époque. Il y a toujours eu de bonnes écoles de rugby. Alors, c'est vrai que le rugby a perduré encore quelques années, mais on sentait que ça a périclité doucement. Et maintenant, c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir où en est le rugby à la Voulte. Mais bon, après, le tout, c'est qu'il y ait du rugby. Et ce qui est bien, c'est que malgré toute l'histoire qu'il y a eu, il y a encore du rugby à la Voulte, avec des gens qui se battent pour que le rugby existe. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire. Maintenant, chacun son histoire. Au niveau des titres des jeunes, l'année où Gilles est champion de France contre Saint-Jean-de-Luz à Paris, 77, en 80, la même année, les juniors, on est finaliste du championnat de France, on perd 6-3 contre Saint-Vincent-Tyros. Ah, c'est vrai, c'était le match un petit peu... En finale, on perd contre Saint-Vincent-Tyros 6-3. Ouais, ben c'est quand même fou, quand même, ce rugby de village, il n'existe plus aujourd'hui dans ce... Enfin si, il existe, mais plus dans l'élite. Du manque, juste avant que ça passe pro, déjà, ça commençait à être compliqué. Ouais. Moi, j'ai quitté la Voulte en 85, Gilles l'a quitté en 86, et bon, ils sont en 3 ans, ils ont descendu de 2 divisions pratiquement. Jean-Luc Averroux s'est arrêté, nous on est partis, et puis la jeunesse à la Voulte, il y avait juste le collège, il n'y avait pas grand-chose.
Donc au fur et à mesure, c'est descendu, mais comment dire, faut pas le regretter, c'est l'évolution du rugby. Puis après, quand c'est passé pro, alors après quand c'est passé pro, ça a été l'apocalypse pour beaucoup de petits clubs. Lourdes, ils sont en fédéral 2 ou 3, Tarbes, ils sont en fédéral 1, Bagnères sont en fédéral 2 ou 3, surtout dans le sud-ouest. Tyros, ils sont en fédéral 1. Il faut dire qu'il y avait tellement de clubs aussi dans le sud-ouest, dans chaque village, il y avait un club d'élite. Moi j'ai fait le calcul un jour, avant il y avait 80 clubs en première division. 10 poules de 8 ou 8 poules de 10. Là, quand on veut compter les 80 clubs, 14 en top 14, 16 en Pro D2, ça fait 30. La nationale, on arrive à 42 ou 44. Pour arriver à 80, il faut aller au bout de la Fédérale 2 pratiquement. Vous vous rendez compte, les clubs qui sont encore là, quoi. Ouais, c'est assez impressionnant. Les chaussures qu'il y a derrière toi, Gilles, c'était les chaussures que tu portais, enfin que vous portiez, pardon, Guy. Non. Que je vous tutoie. Dans le micro. Je reviens pas. Alors Guy, tu portais ces chaussures oui, le jour de la finale. Non, tu peux nous les montrer, Gilles, tu peux les prendre. Une seule ou les deux, comme tu veux. Vas-y. Parce que c'est assez fou. On va les montrer. Tiens, fais voir. Hop. Alors ça, là, les amis, il faut... Déjà, les bouts carrés, hein, parce que faut... Je sais pas si on voit là. Et puis alors... Voilà, hein, je pense que non, mais c'est vrai, c'est des... Elles sont coquées. Et puis moi, je les mettais que pour jouer. Et ça, ces chaussures-là, c'est le Papillon Lacazes qui me les a fait connaître, parce que c'était à Pontac. Donc c'est les car la fabrique était à Pontac, à côté de Lourdes. À côté de Lourdes. Et c'est les chaussures du titre, ou presque. Ah, si. Parce que vous n'aviez pas beaucoup de paires de crampons dans l'année. Hein. Ah non, mais j'avais une paire comme ça. Moi, je les mettais que pour jouer. Surtout, papa, il arrête sa carrière rapidement après le titre de champion de France. Donc, ça doit être une des dernières paires qu'il a eues. Hein. Incroyable. J'ai joué un an après. Pour donner un coup de main, parce que j'ai joué avec Fourou. Avec Jacques. Avec Jacques Fourou. On en reparlera tout à l'heure de Jacques, parce que quand même ça a été quelqu'un aussi qui a compté un petit peu dans l'histoire aussi du rugby local et du rugby français. Mais on va terminer l'histoire de Lilian et Guy avec l'équipe de France. On va mettre une première vidéo déjà de cette équipe de France entre Guy et Lilian. Oui, là, 61, ça a été un peu la surprise. On s'est retrouvé avec Guy à partir en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, ma femme était ravie, puisque 2 mois de mariage, je suis parti 2 mois, c'était bien, tout allait bien, mais je crois, oui, c'est la seule année où l'équipe de la route n'était pas qualifiée. Mais bon, on est allé jusqu'en 68, et en 68, on a demandé d'arrêter, parce qu'on avait la chance d'arrêter sur le premier Grand Chelem. On s'est dit, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, et tout allait pour le mieux. 60 ans de lutte internationale. Il avait fallu attendre 60 ans pour voir enfin l'équipe de France remporter le Grand Chelem. On va mettre, les amis, en fond également 2 matchs qui ont marqué l'histoire de Lilian et Guy dans cette tournée 68. Je crois que c'est l'Angleterre et le Pays de Galles, mais il y a plusieurs choses que je voudrais voir avec vous. Déjà, Gilles, la passe du tonton, elle était belle là. Ah oui, elle était extraordinaire, et dans toutes les situations de jeu. Et puis c'est vrai que bon, j'ai beaucoup travaillé avec Lilian ma passe. Je suis allé à Périgueux, j'ai suivi un peu son cursus pour travailler sur ses conseils, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, et il a su me transmettre un petit peu ça. C'est que c'est pas naturel, quoi, hein, je veux dire, comme tout, hein, pour buter et autres. Et c'est vrai qu'il avait une passe qui était reconnue dans tout le monde du rugby. Ouais. Guy, l'équipe de France, c'est extraordinaire quand même. La fierté, j'imagine, de votre famille, avec votre frère, vous étiez tous les deux la fratrie en équipe de France, quoi. Et cette année 68, avec en plus le Grand Chelem.
Oui, on n'était pas bon, mais on est arrivé à faire le grand chelem. On ne devait pas être si mauvais que ça quand même. Oui, bon, mais ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, l'équipe de la France, on ne croyait pas. On y était pas. Ça faisait partie du jeu, quoi. Qu'est-ce que vous vous rappelez? Parce que là, on voit tout le monde, on est surpris. Oui, Didier, tu dis. Là, les images, on voit des gestes qu'on voit plus aujourd'hui. Hein. Heureusement. Mais bon, à l'époque, c'était bon, c'est comme ça, dans les regroupements, ils arrivaient à. Ils étaient à fond, il n'y avait pas de règles, ça sautait de partout, mais bon, c'est comme ça, tout le monde faisait pareil. Et ça, c'était le France-Angleterre, hein, je crois que vous avez gagné 14-9, c'est ça, Guy. Puis après, il y a eu aussi ce Galles-France ou ce France-Galles. On va remettre les images également. Là aussi, là, c'est pareil, il faut voir le nombre de mottes d'herbe qu'il y a. Parce qu'a priori, il n'y avait pas grand-chose. C'est vrai que le terrain a l'air aride. Il y a de la boue partout. Ah, c'était de la boue là? Ah oui, là c'était de la boubou là, ouais. Et Guy, ce grand chelem quand même, jouer contre l'Irlande, le Pays de Galles, l'Angleterre, qu'est-ce que ça a représenté dans votre carrière? Est-ce que c'est l'aboutissement pour vous en tant que Guy, ou c'est plutôt le titre avec la Voulte? C'est pas pareil. Eh oui. C'est un titre de champion de France avec le club, c'est la vie du club d'un an. Ouais. On peut pas comparer. Ouais. On peut pas comparer. Moi, s'il y a un choix à faire, je préfère le titre champion de France avec la Voulte que le Grand Chelem de l'équipe de France. Oui, je fais un choix. Là, on a pris les deux. Il faut prendre les deux. De toute façon, quand on est bon, on préfère que les deux. Je le dis maintenant quand même. Alors, ça, vous vous rappelez de ce match contre le Pays de Galles? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, mais c'était épouvantable. On voit il n'y a pas de pelouse. Déjà, c'est Lambs Park. Attention, c'est Lambs Park de Cardiff. Il n'y a pas de pelouse. C'est la boue de la boue. Ouais, c'est vraiment de la boue. Alors, c'est con, on n'a pas la couleur. Et là, bon, là, on le voit. Nous, on l'a vécu aussi avec Gilles. Ballon en cuir, d'accord? Donc, super ballon, extraordinaire ballon. Mais quand il pleut et que c'est comme ça, ballon, il fait 2 kilos de faire 200 grammes. C'est autre chose. Didier, le fait que le papa était en équipe de France, le tonton aussi, quand plus tard, toi, tu as eu ta première sélection, est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit de dire, là, voilà, c'est la continuité? Oui, un peu l'héritage. C'est la continuité, mais disons que ça a commencé bien avant. Déjà, bien avant, l'objectif, c'était de faire au moins pareil, déjà. Donc oui, après, ça a été très compliqué au début, parce que je me suis rappelé Dupont, je pense que j'aurais eu un petit peu plus de chance que d'autres. En s'appelant Canberra-Béraud, tu penses que toi, le fait de porter le nom du papa et du tonton, ça a rendu plus difficile la tâche? Ah oui, pour moi, ça a été très très compliqué. Alors attends, je te coupe. On va en parler dans la partie réservée à Didier et Gilles Canberra-Béraud. C'est la partie numéro 2 de Déblayage. Et je te redonne tout de suite la parole. Donc tu disais c'était très compliqué parce que moi j'ai des anecdotes quand je suis cadet, minime cadet. La moindre erreur, la moindre ballon de tomber, c'était des insultes sans arrêt par le public. C'était très compliqué. Quand j'ai commencé en équipe première avec la Voulte, ça se passait très bien. Mais la moindre erreur, le truc, on pardonnait moins de choses. On ne pardonnait absolument rien. Absolument rien. Donc au bout d'un moment, on se fait une coquille. Et on est dans une coquille et on essaie de rester dans sa coquille. On se remet en question, tout se passe bien, mais ça a été, moi au début, ça a été très très compliqué. Quand je fais la Coupe du Monde 87 en Nouvelle-Zélande, sur les articles de journaux, c'était encore Guy qui jouait. J'ai encore des articles où c'est Guy. Pour qu'il m'appelle Didier, il a fallu 10 ans de carrière, quoi. Donc ça a été vraiment très compliqué. Bon après on s'y fait. C'est pas pour ça que je regrette rien. Maintenant, je pense que il y a eu pas mal d'années où je suis passé à côté parce que justement on ne faisait pas de cadeaux. Et Gilles, tu as ressenti la même chose, toi? Oui, tout à fait. Alors. En fait, je pense que c'est mitigé parce que je pense que le fait de s'appeler Canberra-Béraud, comme tous les fils d'eux, ça avait quand même du bon, dans la mesure où le fait de s'appeler Canberra-Béraud, de partout où on allait, où on jouait, déjà, il y avait un regard différent. Donc c'est vrai que déjà, ça permettait que les gens nous regardent, que ce soit les sélectionneurs ou autres. Donc ça, c'était favorable pour nous parce que
il y en a d'autres certainement qui avaient sûrement les mêmes qualités que nous et qui sont peut-être pas sortis parce qu'ils étaient dans l'anonymat, alors que nous, on nous a peut-être un peu plus regardé, un peu plus aidé à certains moments. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait une grosse pression de l'entourage, de la comparaison des gens. Donc tout ça, c'était lourd parce qu'on en entendait de vertes et des pas mûres. Mais bon, ça faisait partie du jeu. Mais il y avait toujours ce comparatif de l'époque, de papa et tonton, qu'on était vraiment moins bon, que ci, que ça. Et voilà. C'était un peu lourd. Mais après ce qui a été plus compliqué, bon après... C'est de l'histoire ancienne, hein, il y a prescription, mais c'est vrai qu'on a subi, je pense, avec Didier, un peu, ce qui a été un peu compliqué, c'était aussi un peu les histoires qu'il y a pu y avoir à l'époque de papa et Lilian. Bon, ça rentrait dans le secret des dieux, hein, mais c'est vrai que là, de ce Grenoble, on en parlera certainement, mais il y a Jacques Fourou qui a eu une histoire avec Grenoble. Pour moi, je l'ai connu à cette époque-là dans un contexte différent quand je jouais, où il était sélectionneur. Et c'est vrai que Jacques a joué donc à la Voulte, à remplacement de Lilian, donc a joué avec papa. Il y avait beaucoup d'ego aussi, hein. C'était quand même tous des internationaux en puissance, donc il y a des histoires, des choses qui ont été un peu difficiles à vivre. Et je pense que Jacques avait un petit peu ça derrière la tête aussi. Et comme c'était lui le grand patron quand même au niveau des sélections, c'est vrai que Didier en a souffert aussi, parce que je dis pas qu'il a réglé ses comptes, hein, loin de là, parce que Jacques, j'en ai bien discuté avec lui après, quand j'étais à Grenoble et qu'il était entraîneur. Et c'est bien d'ailleurs, parce que ça a permis de le connaître dans un angle différent. Mais c'est vrai qu'on a souffert un petit peu de ça. Juste une petite anecdote, c'est que, bon, moi j'ai été que 2 fois remplaçant, c'est vrai, mais les 2 fois où j'étais remplaçant, Didier n'était pas dans le groupe équipe de France. Et à l'époque, donc, il y avait, comme on le disait tout à l'heure, France B, France A', où c'était donc soit les espoirs, soit ceux qui avaient déjà goûté à l'équipe de France qui revenaient. Bon, il y avait un petit peu tout ça. Moi, j'ai fait plusieurs fois France B, France A', Didier aussi, mais on n'a jamais joué ensemble en sélection. C'est un hasard. Drôle de hasard. On jouait en club ensemble, on a fait des sélections régionales ensemble contre l'Australie, les Maoris, où ça s'est très bien passé, parce que bon... Quand on a des fratries, on s'entendait bien, on avait l'habitude de jouer ensemble. Surtout à la charnière. Et surtout à la charnière. Et je pense que, avec toute humilité, ces matchs-là se sont bien passés, on a fait de bons matchs, mais on ne nous a jamais mis ensemble en sélection. Didier ? Une fois, on a fait une sélection ensemble qui n'était pas dans les catégories équipe de France, c'était contre l'Irlande. Quand l'Irlande a fait une tournée en France, on a joué tous les deux. Et où ? C'était pas Lorient. Je sais pas où c'était. Et c'est peut-être le seul match que la sélection a gagné. En plus. Contre l'Irlande. Mais voilà, c'est la seule. Je pense qu'on a payé un peu là. Alors Guy, c'était compliqué de transmettre ce nom Cambert-Abéro. Est-ce que vous comprenez, est-ce que tu comprends que Didier et Gilles, ils aient eu du mal ou ils aient eu des difficultés ? Ah oui, non mais ça c'est sûr, parce que, enfin, moi personnellement, je jouais moi. Le reste, ça ne m'intéressait pas. J'ai jamais ci, jamais là. Bon, j'avais ce tempérament. Bon, ça empêche que quand on s'entraînait, d'ailleurs, eux, ils vont en parler, les 2 gamins, je ne les ai jamais engueulés, je les ai jamais... Ça, je crois pas. Enfin, si... Il était comment ? Sauf pour les pâquerettes. Hein ? Sauf pour les pâquerettes. Moi, je dis rien, parce que vu l'image que tu as de moi, je peux pas... Non, mais parce que ça, putain, tu me rappelles bien, ça, tu vois. Mais autrement, bon, ça fait partie, quoi. Puis c'est tout, ouais. Il débriefait les matchs avec vous, le papa ? Non. On en parlait, mais... Non. Et même quand il nous entraînait en senior, quand on est monté en groupe B, c'était papa qui entraînait, de groupe B à groupe A. Et après, il a entraîné 3 ou 4 ans, mais bon, non, on parlait pas de rugby pratiquement à la maison. Et entre vous, frangins, vous débriefiez parfois des choses ou pas plus que ça ? Pas le souvenir plus que ça, non. Non, pas vraiment, non. C'est vrai qu'on n'avait pas besoin de ça non plus, hein, parce qu'on s'entendait bien, les matchs se passaient bien. Et... Bon, aussi, on a dû en parler, on était en chambre aussi ensemble, hein, donc quand on se déplaçait. Donc il est certain qu'on avait sûrement on se faisait des petites réflexions sur le match à venir ou le match passé, mais pas plus que ça. On ne faisait pas des réunions de travail. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas la vidéo. Non, mais par exemple, je pensais, on a reçu Michel Ringeval et Lionel Ringeval, et Lionel nous disait qu'après chaque match, même encore aujourd'hui, et même quand il entraîne les espoirs de Grenoble, et ben il y a Michel Ringeval qui l'appelle et il débriefe le match. Ouais, mais ça vient du personnage de Michel. Voilà. Parce que Michel, très, très perfectionniste. Même la nuit, il en parle. Non, mais c'est une de ses qualités, peut-être aussi, c'est pas un défaut, mais c'est ce qui l'a peut-être un peu perturbé, parce qu'il se prenait vraiment la tête, mais par contre, c'est un perfectionniste. Mais pas trop. Voilà.
Alors, on va parcourir ton épopée, mon cher Didier. On va essayer de retracer ton parcours. Alors, j'espère que cette fois, on n'est pas trop mal. On part de la Voulte, Béziers, Nîmes également. Cette période grenobloise, à nouveau Béziers, puis Perpignan pour terminer. 36 sélections. Est-ce qu'on est dans le juste? C'est bon. Pile poil. On est pile poil. Et puis également cette période de coach à l'US Bressan, au Racing, ce retour à la Voulte. Et puis Agde pour terminer. Didier, forcément un parcours rempli, un parcours plein. Pas de regrets dans ta carrière de façon générale, ou est-ce que tu as des regrets? Ah si, j'ai un énorme regret. C'est 1970 que j'ai pas pu faire. Et donc bien sûr, quand on est là, on essaie on veut être champion de France. Bon, quand on est allé à Béziers avec Gilles, c'était pas pour faire des quarts de finale et des demi. L'objectif, c'était d'arriver au bout. Surtout que Béziers arrivait de 11 titres en 15 ans. Donc, bon, c'est une génération qui s'est arrêtée, une nouvelle qui est arrivée. On a eu la chance de faire une demi-finale contre Bègles en 91 avec une équipe où on aurait pu être champion de France cette année-là. On le méritait. Ça s'est joué on va dire à un drop que j'ai pas pu taper dans les arrêts de jeu, hors jeu de Moscato d'une 15aine de mètres, que l'arbitre n'a jamais sifflé. Donc Vincent, merci. Et donc oui, c'est le seul regret que je peux avoir, quoi, parce que bon, quand je suis c'est simple, j'ai joué à Béziers, je suis parti de la Voulte, je suis allé à Béziers, je pensais rester à Béziers. Bon, après, arrivé à 31 ans, j'ai voulu changer d'air un peu. Ça faisait 10 ans que j'y étais. J'ai fait 2 ans à Nîmes. Dans ma deuxième année à Nîmes, Gilles a signé à Grenoble, donc à un moment donné, l'étincelle est revenue, donc j'ai dit allez, on part à Grenoble. J'ai fait 2 ans. Vous avez toujours l'envie quand même de jouer ensemble? Voilà, pour aller jouer avec lui. Donc je suis resté 2 ans à Grenoble. Après, je pensais arrêter complètement et je suis revenu à Béziers. Je suis allé pour entraîner les espoirs. Au bout de 6 mois, il y a eu le pataquès, j'ai joué, j'ai fini la saison. Ouais, on remet ton parcours là pendant que tu nous en J'ai parles. fini la saison donc à Béziers et ce qui est arrivé aussi, j'ai signé à Perpignan sur une envie supplémentaire parce que l'entraîneur de Perpignan était Alain Yardet avec qui j'ai joué à Béziers et Perpignan fait la finale du championnat de France et en quart de finale, Benoît Bello s'explose le genou, mais vraiment il en a eu pour 1 an pratiquement. Donc j'ai carrément, moi j'avais 37 ans, j'ai appelé Alain Yardet, j'ai dit Alain, tu es européen. J'ai jamais fait la Coupe d'Europe, je la ferai jamais. J'ai dit, écoute, tu me connais, j'ai 37 balais, mais j'ai envie, moi ça me dérange pas, je viens, je te fais 1 an. Et j'ai signé 2 ans. Ah ouais. Et j'ai fait 2 ans à l'USAP, et après voilà, j'ai arrêté parce que mon corps m'a dit non. Au bout d'un moment, il m'a dit non. Mais bon, après je regrette rien, sauf que on l'a donné, j'ai pas eu un titre, et c'est Jérôme Gallion un jour qui a dit toutes mes sélections pour un titre. Donc, et il a eu le titre. Tu aurais échangé toutes tes sélections pour un titre? J'en ai regardé une. J'en ai regardé une quand même. Pour le maillot, mais oui, sur les 36, je veux bien en donner 35. Ouais. Ah oui, c'est vrai, hein, à ce point-là. On va parler rapidement de Grenoble, parce que du coup, nous, on est autour de Grenoble, hein, géographiquement, ici, du côté de LFD. On a retrouvé un ancien portrait qui avait été fait pour la télé de toi, mon cher Didier, lors de ta période grenobloise. L'autre activité, c'est dans un institut capillaire qu'il exerce en qualité de directeur de la promotion. Sa présence a de quoi rassurer même les plus sceptiques, jugés plus tôt. Ça, c'est le Cambé que vous connaissez, et voici l'ancien. Didier avait 26 ans sur ce document, c'est ce qu'on appelle une métamorphose, et sa vie a depuis changé. Disons que déjà, j'étais client, et puis le fait de mettre un complément capillaire en jouant au rugby, ça a enlevé beaucoup de barrières. Alors maintenant que je travaille avec eux, je suis invité une partie de la semaine dans des régions où il y a des instituts spécialisés pour promouvoir le système et pour surtout essayer de convaincre les gens qui sont intéressés et qui vraiment veulent savoir ce que j'ai fait. Troisième et dernière étape d'une journée bien remplie, le pas de tir du stade des Lillières. J'avais un bon entraîneur en ayant mon père et depuis que je suis minime, je joue au pied, je m'entraîne facilement 1 fois par semaine. Au moins 1 fois par semaine, sinon plus à l'intersaison. Ça c'est évident. Parce que je fais un peu de sophrologie pour le mental. Quand on est dans cette position-là, je crois que le plus important c'est d'oublier tout ce qui se passe autour. Quand on joue à domicile, c'est facile parce qu'on n'entend rien. Quand on joue à l'extérieur, on se fait siffler. Et bon, quand on est dans cette position, c'est les poteaux et le ballon au milieu et rien de ce qui se passe autour.
En se payant les services d'un des meilleurs buteurs du championnat de France, le club grenoblois a de sérieuses ambitions cette saison, le fameux bouclier. Pas déroulé exactement, c'est pas terminé comme il fallait, puisque tu n'es pas venu dans la meilleure période du FC. Ben, je suis arrivé l'année où ils ont perdu tous les mammouths. Ouais, c'est ça. C'est ça, en gros. Donc oui, il y avait tout à reconstruire. Ouais, mais bon, mais la première année a été extraordinaire. Hein. Vraiment une très très belle première année. On finit deuxième derrière le Stade Toulousain, et puis on perd le premier match éliminatoire contre Dax à Perpignan. Un match où on passe à travers. Bon, voilà, ça s'est terminé là, mais on avait fait vraiment une très très belle saison. Tu en gardes quoi comme souvenir toi, de ta période grenobloise, Didier? Moi, j'en garde de bons souvenirs de toutes mes saisons. Bon, la deuxième, on va dire que la deuxième à Grenoble était un petit peu plus compliquée. J'ai eu quelques petits problèmes avec l'entraîneur, mais bon, après, non, mais de toute façon, il faut prendre les choses comme elles sont. Moi, j'y suis allé pour jouer avec Gilles. On a fait une première saison superbe. La deuxième, bon, déjà, on était plus alignés ensemble. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, après, si on a envie de continuer, on rebondit. Si on veut arrêter, on arrête. Moi, j'y suis allé pour me faire plaisir. Au moment donné où je me faisais plus plaisir, il fallait arrêter, quoi. Alors, on a également des images d'un, justement, Grenoble-Toulouse, que vous avez joué tous les deux. Hein, donc, vous étiez tous les deux à la préparation au match. Et puis, on va même avoir l'après-match. Gilles, le fait d'avoir le frangin qui te rejoint à Grenoble, c'est toi qui allais le chercher ou c'est lui qui t'a dit allez je viens, comment ça s'est passé un petit peu? Je me rappelle plus vraiment en fait, je me rappelle plus vraiment, je crois que ça s'est fait un peu naturellement. Moi bien sûr jouer avec Didier, ça a toujours été un grand plaisir et c'est ce que je recherchais aussi. Je pensais pas, si je me souviens bien, je pensais pas qu'il allait venir parce que bon, étant à Béziers, dans le sud, c'est pas facile de venir dans les montagnes. Mais je sais qu'à l'époque, Grenoble avait besoin aussi d'un 10 d'expérience. Donc c'est vrai que j'ai insisté un peu pour qu'il vienne, mais il n'y a pas eu vraiment à le faire parce qu'il est venu naturellement, quoi. Vous vous souvenez de ce match, messieurs? Très bien laissé là. Ça, je me rappelle très bien. Donc Didier, tu étais à la botte. Là, c'était un très gros match dans un Lady Guerre qui était plein. Ça avait été un gros match. Avec ce Grenoble-Toulouse. Une saison, comme on l'a dit, où ça aurait pu mieux se terminer. Finalement, il y a eu un moment un petit peu charnière, loupé. Oui, c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Didier, on avait vraiment une belle équipe, on avait fait des gros matchs, je me rappelle qu'on a voyé du jeu, il y avait Dantiac, Coco à l'aile, il y avait Toulouse, il y avait vraiment de la qualité avec quand même un paquet d'avant qui tenait la route. Et c'est vrai que toute la saison, on a fait du jeu sans pression, et c'est vrai qu'au niveau des phases finales, je sais pas, il y a eu un grain de sable qui a fait qu'on y était moins et on s'est trouvé moins performant et on perd le match qu'il fallait peut-être pas perdre. Alors après, il y en avait d'autres derrière, c'est pas pour ça qu'on serait allé loin, mais c'est vrai qu'au vu de la saison, il y avait quand même sûrement autre chose à faire. Grenoble est une équipe qui n'a pas été titrée durant cette période 90-95, malgré plusieurs phases finales et puis quand même du potentiel, Didier. Oui, il y a eu toujours des grosses ambitions sur Grenoble. Bon, ils sont pas arrivés. C'est malheureux, c'est comme ça. À un moment donné, un titre, ça se calcule pas avant à l'intersaison. À un moment donné, il faut y arriver. Je dis, en championnat, on fait une belle saison, en poule, et puis phase finale, on se manque au. Alors à l'époque, on était qualifiés directement pour les huitièmes, et il y avait, alors c'est une année encore parce que ça changeait très souvent à l'époque, Dax qui devait descendre, a fait un barrage contre un des bons clubs de division en dessous, a gagné. Après, ils ont fait un barrage contre un qui était limite qualifié, ils ont gagné. Ça fait qu'on les a joués, ils avaient deux matchs dans les jambes, et nous, on avait joué 3 semaines avant. Et on est passé à travers. On va revenir, on va quitter ce match, là, ce Grenoble-Toulouse. On aura l'occasion de nous y revenir sur un déblayage spécial pour en faire l'analyse. Gilles, on va revenir sur ta carrière à toi et ton parcours, Gilles, de rugby. Un petit peu moins de clubs que ton frère. C'est la seconde page, ça, non? Il y a la première. Il y en a une autre page. Qui était pleine, non? Il y a une première page qui était pleine. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, un petit peu moins de clubs. T'es resté plus longtemps dans les clubs.
Oui, c'est vrai que j'ai eu, je sais pas, moins d'opportunités peut-être, ou moins d'envie de bouger. Mais oui, c'est ça, envie de rester un petit peu. Voilà. Donc la Voulte, Béziers et Grenoble, 3 clubs à ton palmarès. Tout à fait. Également pas de titre de champion de France, pas de bouclier. Non, pas en senior. J'ai eu la chance d'être 2 fois champion de France avec la Voulte au niveau des jeunes. Ça m'a quand même apporté beaucoup de joie. Mais c'est vrai que des demi-finales avec Béziers, demi-finale avec Grenoble, mais pas de finale. Guy, est-ce que vous avez conseillé vos garçons sur leur choix de club et choix de carrière ou pas du tout? Non. Je crois pas. Mettez, parlez bien dans le micro. Guy. Non, je me suis... Quand ils ont changé, on a sûrement parlé. Ouais. Mais j'ai jamais appuyé la décision. On confirme. Ouais, vous confirmez? Non, mais même quand j'entraînais, j'avoue, pour moi, il me semble que j'étais pas casse-pied, quoi. Et moi, j'ai parti de la Voulte, l'année où il n'entraînait plus. Oui, quand même. et vous êtes fier, Guy Enfin, tu es fier, je ne vais pas y arriver jusqu'au bout. Tu es fier du parcours de oui, garçons? On a passé des bons moments, et puis ça a duré quand même 15 ans. Ouais. Et je me plains pas du tout. Gilles, on a retrouvé des images de toi. Alors il y a Didier aussi dans ce match, pas beaucoup de temps, parce que ici à Voiron, où sont les studios de LSD, il y avait une équipe qui jouait qui était en groupe A pendant 2 saisons, le Sauve, et Béziers était venu ici. Alors Didier, je crois que tu joues les premières minutes, je dois même pas t'avoir à l'image parce que je t'étais déjà sorti à ce moment-là, parce que tu étais blessé. Ouais, c'est ce match-là. Ouais. Bah, si, j'y suis un petit peu là, mais je sors au bout de 10 ou 15 minutes en torse à la cheville. Et là, on voit Gilles à la mêlée. Alors voilà, ça nous permet de resituer aussi. Déjà, je ne suis plus là. Voilà, c'est plus toi. Et donc voilà, c'était Béziers qui était venu ici du côté de Voiron. Tu te souviens un peu, Gilles, de ce match? Moi, je me rappelle très bien, parce que déjà, à Voiron, à cette époque-là, j'avais beaucoup de copains en face. Puisque avec Didier, on a fait le Krebs à Voiron. Ah oui, ça c'est extraordinaire. On a quand même pas mal tous de les deux, joueurs. vous avez fait le Krebs. Tout à fait. Tous les deux. Et donc, j'ai pas mal de joueurs, Lionel Claret, enfin, il y en avait d'autres, Crétier, qui jouaient à cette époque-là. Donc c'est déjà. Surtout, Gilles, c'est toi qui lance en touche. C'était l'époque où je lançais en touche. Alors c'est pas des grands souvenirs, il faut dire. Celle-ci n'est pas forcément réussie. C'est sûrement le cas. Voilà. Tu vois, t'as vu la technique n'était pas extraordinaire. Je ne voulais pas lancer. On m'obligeait à le faire parce qu'à l'époque, à l'équipe de France, attends, on a une tous deuxième les clubs avaient l'habitude. Tu vois la deuxième non. Ça va. Non, mais d'ailleurs ça a pas duré. Mais je me rappelle que ça avait été un match difficile. Difficile parce que il pleuvait, donc il y a eu beaucoup de jeux au pied. Mais on est tombé sur une équipe de Voiron bien organisée, vaillante. Et d'ailleurs, même le match retour avait été très compliqué. Alors moi, j'ai appelé Philippe Bonegro, que je salue, le coach de cette équipe, juste avant l'émission, et je lui ai dit, mais je reçois les Cambais, est-ce que tu... Ah ouais, le match, je me rappelle très bien, le match à Béziers, Didier, il nous en a tué un. Alors Didier, faut que tu fais quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a marqué Philippe Bonegro 20 ans après. Si ça l'a marqué. Non, mais même si on devait se connaître un petit peu avec les joueurs de Voiron, à un moment donné, il y en a un qui m'a plaqué 100 ballons, et voilà, plaquage au retardement, j'ai laissé un petit peu partir le pied devant et je l'ai pris là où il fallait pas. Voilà, bon, je pense qu'il a eu beaucoup plus mal que moi. Alors Didier, tu t'es fait aussi connaître pour d'autres choses que le rugby, pour la télé. Tu as été participant à Fort Boyard. Est-ce que tu te rappelles de ça? 2 fois, oui. 2 fois. Ouais. Alors, on a retrouvé une séquence, nous qui traînait un petit peu sur Internet, de Didier à Fort Boyard. On va la revoir, Didier. On va voir si tu arrives à obtenir la clé avec le son d'époque. Ah, c'est toujours. C'est bon, on t'attend, tranquille. Allez. Allez, il faut Première année, ça. Calme-toi, monte un petit peu encore si tu peux, Didier. Il a la clé là. Allez. C'est bon, on attend. Dans le temps, Didier, relax. Ouais, Didier. Allez, chauffe-toi maintenant là. Ça comme ça ou à l'envers. Oui, bien. Allez, Didier. Allez, ouais. On va dépiler. Didier. Voilà Didier, alors tu nous disais, tu en as fait 2 des fois. Ouais, alors ça c'était une toute première. Un jour, après un match de l'équipe de France, donc au Parc des Princes à l'époque, je rencontre un gars, il s'appelait Didier, je me rappelle plus, Didier Lucas.
il vient me voir, je vois arriver ce gars, là, costaud, barbu, me dit Didier, voilà, je fais une nouvelle émission à la télé, un nouveau jeu, j'aimerais qu'il y ait des gens connus qui fassent leurs équipes, des sportifs. Bon, on n'avait jamais vu encore, on ne savait pas ce que c'était. Donc il m'explique vite fait. Bon, pourquoi pas. Puis donc on se donne rendez-vous une fois d'après et on en reparle et il nous envoie une vidéo d'une séance qu'ils avaient fait comme ça pour un test. Un test. Et donc il me demande de faire une équipe de copains à moi. Donc là, il n'y a que des Biterrois et 2 Biterroises. Et donc, on est parti à côté de La Rochelle, à Fort-Boyard. Ouais. Et on est parti là-bas, mais on ne savait pas trop où on allait, quoi. C'était vraiment la première fois. Essuyer les plâtres, quoi. Voilà, c'est pas du tout comme maintenant, hein. Il n'y avait pas les serpents, il n'y avait pas ça, parce que je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais là, il y avait à l'époque, je me rappelle, il fallait avec les clés qu'on en avait, on ouvrait des coffres. Ouais. Et on pouvait tomber sur des coffres vides. C'était pas du tout comme maintenant. Mais bon... Très, très, très belle expérience. Tous ceux qui l'ont fait, on s'en rappelle encore. Et la deuxième fois, c'était donc c'est Patrice Lagisquet qui a fait. Et là, c'était pour son. À l'époque, ça a changé parce que là l'argent était pour nous. Ouais. Alors que maintenant, c'est une association. C'était donc Chrysalide avec Patrice Lagisquet et il m'avait pris dans son équipe et donc je l'ai fait une deuxième fois. Gilles, je vais y arriver. On parlait tout à l'heure de l'héritage du nom du papa, mais toi, tu as eu un double héritage, parce que tu as eu l'héritage du tonton, du papa, et puis l'héritage du grand frère, quand même, qui juste avant, quand même, 2 ans, un petit peu avant, performe et un des ouvreurs presque légendaires du 15 de France. Enfin, toi, l'héritage, il était encore plus lourd pour toi. Oui, d'ailleurs, j'en veux beaucoup à Didier pour ça. Non, je sais pas. C'est vrai que des fois, j'entends dire que j'étais un peu dans l'ombre de Didier, que si, que là. Moi, je l'ai pas vécu comme ça, en tout cas. Ouais. Moi, j'étais très bien avec Didier, on s'entendait très bien, on s'est jamais engueulé d'ailleurs. Sur le terrain, c'est arrivé qu'on se prenne un peu la tête parce que il avait un mauvais caractère. Il tous les ballons. Il avait un mauvais caractère, donc il fallait des fois que je serre un peu les boulons pour que ça se passe bien. Mais moi, j'ai vécu ça très 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 bien, sans problème. On va parler un peu de l'équipe de France, Didier. Forcément, ça a marqué ta carrière. Alors on a premières images d'un France-Irlande, je crois, dans les années 90. L'équipe de France, est-ce que tu te rappelles déjà, toi, de ta première sélection ? Ah oui, ma première sélection, je me rappelle, oui, c'était le piège annuel. Là, c'est l'essai de Franck. Et ouais, c'était le piège annuel. Première sélection en octobre 82 à Bucarest contre la Roumanie. Et le match, c'est peut-être la dernière défaite de l'équipe de France contre la Roumanie. Parce qu'après, la Roumanie a bien périclité. Mais bon, oui, là, celui-là, je me rappelle celui-là. Ouais. Alors, ce France-Irlande, tu vas peut-être nous en parler. C'est toujours été c'était un très bon souvenir parce que ça c'est 90 je pense. C'est ça, 90. C'est 90 donc sur une fin de passe je fais marquer Franck et c'est un match qui m'a voilà la Gisquet. Et c'est un très bon souvenir parce que j'avais lu dans la presse 2-3 fois parce qu'il me faisait jamais de cadeau que je manquais de puissance, que je manquais de ci et là je mets un but d'abord papa il y a ce match à la vidéo on le voit après sur France 3 faire j'étais très content de ce match parce qu'au niveau de mon rôle d'ouvreur j'ai fait un très gros match. D'ailleurs le Talon d'Or ça en était. Et en plus j'avais fait 100% au but dont un de 55 mètres et c'était un petit quelque chose comme petite revanche par rapport à certains qui disaient toujours que je manquais un peu de puissance et au Parc des Princes 55 mètres ça fait vraiment 55 mètres c'est des vrais 55 ça fait pas 49 donc j'étais très fier de ce match. Guy, tu te souviens Guy de la première sélection du fiston en équipe de France? Quand il est arrivé en équipe de France, non, pas forcément, mais le fait qu'il porte également le maillot de l'équipe nationale. C'était ça, mais après, j'aurais voulu que ça soit les deux. Ah bah oui. Et malheureusement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Par rapport à ça, quand la saison se passe, et Coupe du Monde 91, j'ai vu tout à l'heure, je pense qu'on parlera de cet essai en 91, mais Coupe du Monde 91, c'est une année où Pierre Berbizier se fâche avec Daniel Dubroca qui était entraîneur, il se fâche, mais vraiment fâché. Donc Berbiz est écarté de l'équipe de France. Et il y avait 2 demi de mêlée qui étaient en concurrence pour la Coupe du Monde 91, c'était Gilles et Fabien Galtier. Et ça s'est fait, à quoi ça s'est fait, j'en sais rien.
Mais c'est Fabien qui a été pris pour la Coupe du Monde 91. Il serait très, très bien pu être Gilles. Et on voit ce qu'a fait Fabien derrière. Je crois que ça a été le tournant. Non, le tournant, ça a été le match où j'avais joué contre les Blacks à Toulon. C'était Daniel Dubroca donc, qui était entraîneur. Et je me rappelle que ce match, il était venu dans les vestiaires avant le match. Et il m'avait dit, Gilles, si tu fais un bon match, tu fais le premier test pour les Blacks. Puis après, avec tout ce qui est enchaîné derrière. Et j'ai pas fait un bon match. Ouais. Et ça, c'est comme ça. Hein, c'était un match compliqué, ça avait été tendu. Et je sais, ouais, j'étais passé. Pas fait un bon match. Non, j'avais fait un match correct, mais j'avais pas rien fait de plus. Contre les Blacks, c'est difficile de faire de très bons matchs. Et c'est vrai qu'on avait gagné. D'ailleurs, c'était avec la sélection du littoral. Il y avait tous les Toulonnais, tout ça. C'est l'ambiance toulonnaise. C'était un peu agressif. Et moi, j'étais pas trop dans cette philosophie-là. C'est vrai que j'avais eu du mal à adhérer. Et j'étais passé un peu à côté. Et voilà, comme quoi, des fois, les carrières, il faut en vouloir à personne. Hein. Il faut être là au bon moment. Et voilà. J'ai demandé tout à l'heure à Didier s'il avait un regret dans sa carrière. Toi, tu as un regret, un choix de carrière, un choix que tu n'as pas pris peut-être, que tu n'as pas fait? Ouais, non, on a plein des regrets, ça chez tout le monde, je pense. Hein. Oui, des regrets, c'est vrai que j'ai regretté d'être peut-être parti de Béziers trop tôt à un moment, parce que j'étais fatigué. Je pense que j'avais quand même beaucoup de responsabilités à cette époque-là au niveau du groupe. Et on avait fait une grosse saison. Et c'est vrai que j'étais peut-être parti un petit peu plus tôt parce qu'il y avait encore de bonnes années quand on parle de titres. Je pense qu'on aurait peut-être pu, en faisant encore 1 ou 2 saisons avec le groupe qu'on avait, faire quelque chose. Après, des regrets, bien sûr. Je regrette de ne pas avoir été international. Ouais. De ne pas avoir joué avec Didier en équipe de France. Ça, c'est quand même quelque chose qui... on aurait voulu faire plaisir à papa, c'est sûr, et à tonton aussi. C'est sûr que c'est un objectif qu'on s'était fixé inconsciemment parce qu'on n'en a jamais parlé ouvertement, mais on savait que l'un et l'autre que... Mais après, voilà, des regrets, on peut plein avoir parce que si on fait le constat de ça, c'est que c'est aussi parce qu'il y a des moments, moi, contrairement à Didier, je n'ai pas été à 100% dans le rugby, quoi. J'ai toujours eu un peu des coups de mou qui fait que je ne me suis pas donné les moyens et le haut niveau, ça ne pardonne pas. Le haut niveau, il faut être à 100% tout le temps. Voilà, peut-être c'était on revient au pâquerette. Voilà, j'aurais dû me faire une petite psychanalyse. J'aurais peut-être dû compris à ce moment-là. Et puis par rapport aussi, un des derniers regrets que j'ai, c'est par rapport à ma période grenobloise. Oui. C'est que je suis venu à Grenoble. Bon, en fait, j'avais décidé d'arrêter ma carrière quand j'étais revenu à la Voulte. Et c'est Jacques Fourou et Jean Liénard qui, à l'époque, m'ont harcelé pendant des mois. J'avais un cabinet d'assurance à la Voulte pour que je vienne jouer à Grenoble. Et j'ai dit oui avec grand plaisir. Et j'ai passé de bonnes années. J'ai vraiment rencontré un groupe et un club superbe. Mais le problème, c'est que je travaillais à la Voulte, je faisais des allers-retours. En plus, j'avais une période difficile familialement. Donc, j'ai pas pu apporter ce que j'aurais voulu. Et j'ai ce regret parce qu'il y avait aussi... Je sais qu'il comptait beaucoup sur moi et je ne l'ai pas apporté, quoi. Et ça me gêne un peu. Guy, c'est 2 caractères différents, Didier et Gilles? Ah oui. Oui, mais dans le micro. Pardon. oui, complètement différent. Donc, mais c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Ouais. Parce qu'ils ont 2 caractères différents. D'accord. Et quand même si c'est pas très prononcé, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et alors, en tout cas, l'histoire des pâquerettes, elle est... Non, mais l'histoire des pâquerettes, c'est incroyable. J'ai jamais vu Didier quatre pattes. Le match de cadet se passait, lors des ramassés des pâquerettes. Moi, j'aimerais savoir ce que tu en as fait. Tu ramasses vraiment des pâquerettes, Gilles? Ouais. En match? Je n'ai pas souvenir de ça, mais ah, si. mais c'est... Non, mais je dis pas que c'est pas vrai. Il y avait des pâquerettes à la Voulte. J'arbitrais, moi. C'est incroyable cette histoire. Non, maintenant j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'en suis là aujourd'hui. C'est une anecdote. Ah bah ouais, il allait cueillir les pâquerettes. Tu l'as évoqué tout à l'heure, l'équipe de France. Tu as participé à un des plus beaux essais de l'histoire de l'équipe de France, voire peut-être de l'histoire du rugby international. On va le revoir ensemble, mon cher Didier. Et tu vas pouvoir nous... Non, on va d'abord l'écouter avec les commentaires. La fond pour Cella. Pour la relance de l'équipe de France, de son propre but. C'est là la croisée pour Cambert-Avero. On est sur une médiane, coup de pied à suivre. C'est bien joué, Cambert-Avero qui récupère le ballon. Coup de pied de recentrage. Philippe Saint-André arrive. Plein champ pour le premier essai de l'équipe de France. Superbe. Quel essai des Français! Après seulement 11 minutes dans ce match, premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres. Avec au départ une relance de Serge Blanco. Un essai magnifique. C'est là qui va attendre du soutien. L'escarbourage, j'allais dire. Cambert-Avero arrive pour la croisée. Et regardez un peu ce que fait Didier Cambert-Avero. Coup de pied à suivre pour lui-même. Il récupère la balle.
Il a aperçu, il a tourné la tête, il a aperçu Philippe Saint-André au centre du terrain. Il donne un petit coup de pied de recentrage. Et Philippe Saint-André n'a plus qu'à aller aplatir entre les poteaux. Un essai d'anthologie réalisé là par l'équipe de France. C'est vrai, c'est toujours été. Ah ouais, non, bah alors, essai d'anthologie. Alors déjà, essai magnifique, on va y revenir. Et puis essai contre l'Angleterre. Je veux dire, il y avait tous les ingrédients qui étaient en réunis. Angleterre. Et en Angleterre, là, franchement, c'est... En plus, c'était la finale du tournoi. Et c'était les 5 nations déjà. Hein. Donc, on avait 3 victoires chacun. Et voilà, ça s'est produit comme ça. Bon, et quand on me pose la question, pourquoi tu fais ça, mais ça, je leur ai dit, mais je l'ai fait toute ma carrière, ça. À la Voulte, à Béziers, partout, je jouais le petit coup de pied par-dessus repris. J'ai marqué des tonnes d'essais comme ça. Ouais. Des tonnes. Des tonnes, c'était mon truc. Je passais par-dessus, j'avais des jambes. Donc là, c'était face à Rory Underwood. Alors justement, on a un copain, Guy Akoseberi. À chaque fois, on lui demande de nous raconter comment il a participé à l'essai du bout du monde, tu sais, en Nouvelle-Zélande. Alors à chaque fois, il nous le raconte parce que j'aimerais que toi tu nous racontes maintenant que tu l'as revu cet essai. Mais si tu te replonges un petit peu en 91, t'étais sur l'aile. Raconte-nous un petit peu comment le ballon t'arrive. Qu'est-ce que tu ressens? Ça part d'une pénalité des Anglais qui est un petit peu en dehors des 22 en coin. Donc dans cette position-là, il y en a dans l'embut. Moi, je suis entre les poteaux et les 22. Je vois ce ballon, il me passe au-dessus. Et la façon dont je le vois passer, je le vois à côté. Donc je me retourne et je vois Berbizier qui attrape le ballon. Je vais tranquillement aux 22 mètres en attendant qu'on me donne le ballon pour le renvoi. Et là, j'entends le public qui réagit. Et je me retourne et là, je vois Berbiz donner à Blanco. Ouais. Ah, là, j'ai commencé à me dire, aïe, qu'est-ce qui va se passer quand je vois Blanco qui sort des 22, qui sort de l'embut, qui donne à Lafont, Lafont c'est là. Et là, quand je vois Philippe qui déborde, moi j'arrive, je suis dans les 22, j'accélère, je vais à son soutien, il me voit arriver, il croise avec moi, et je me retrouve donc sur la ligne de touche, pleine vitesse, avec beaucoup de blanc, oui. Avec beaucoup de blanc. Il y a toute la troisième ligne qui revenait à l'intérieur. J'ai l'arrière et Rory Underwood devant moi. Et je fais avec les moyens que j'avais à l'époque, c'est-à-dire ma vitesse, ma technique du jeu au pied, petit coup de pied par-dessus. Je donne un coup d'œil au centre du terrain. Je vois Philippe qui m'appelle avec des grands gestes. Et je lui ai fait une passe au pied. La passe, elle est incroyable au pied, là. Elle est millimétrée. Ouais, je l'ai fait. C'est parfait. J'ai pas recentré. C'est vraiment une passe au pied avec de l'intérieur. Parce que je le vois, je vois où il est. J'essaie de lui mettre le plus près possible. Et ce match, pardon. Chaque fois qu'il y a un France-Angleterre, on le remet. Ouais. Sur Facebook, cette année, il a été partagé 5-6 fois et chaque fois, je le reçois. À chaque fois, tu le revois. Et là, et dernièrement, sur le Midi Olympique, je crois qu'ils ont fait un reportage. Et je leur ai dit, cet essai, je ne le regarde plus, je l'écoute. Et je l'écoute, franchement, je l'écoute. La réaction du public quand ça part. Les 3 passes qui sont dans les 22. Quand Philippe déborde, ça commence à crier. Quand je croise, ça crie un peu plus. Quand je recentre, il y a un calme. Il y a un calme. Et quand Philippe le reprend, ça hurle. Je le revois, mais maintenant, je l'écoute. Ah ouais, je l'écoute. Bon, chaque fois que je le vois, j'ai des frissons. Ah ouais, tu nous l'as montré. Mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et en plus, on avait décidé avant ce match que pour battre les Anglais, il fallait qu'on joue comme ça. Parce qu'il y a cet essai. Mais celui de Franck Ménel à 3 minutes de la fin, c'est le même. Très collectif aussi, où on part de nos 22, on marque en coin. Donc il y a eu 2 superbes essais. On avait décidé qu'il fallait qu'on mette le feu sur ce stade. Même s'il bourrine un petit peu avec des ballons glissants, un ballon à l'époque blanc, là. Bon, voilà, ça a été fait. Ils ont appelé ça l'essai du siècle. Les Anglais l'ont appelé l'essai du siècle. Donc, c'était le French Flair. Oui, c'est ce que les gens attendaient de nous. Ouais. Voilà, donc on l'a fait une fois, mais malheureusement, on perd. Et c'est les Anglais qui font le grand chelem. Gilles, on dit qu'on se souvient souvent de où on est, de ce qu'on fait quand il y a des grands moments un peu sportifs. Tu te rappelles, toi, de ce match? Tu te rappelles où tu étais? J'étais devant mon écran, malheureusement. Ouais. J'étais pas ni au bord du terrain, ni sur le terrain. Non, j'étais devant mon écran, bien sûr, à supporter l'équipe de France et voir Didier. Mais c'est vrai que comme tout le monde, j'ai apprécié. Bon, j'appréciais beaucoup le jeu d'équipe de France de cette époque-là aussi, parce qu'il y avait quand même de très, très grands joueurs. Hein. Que ce soit Philippe Sella, en plus j'ai joué un peu en jeune avec lui, donc c'est vrai que c'est des joueurs extraordinaires. Mais ça m'a pas surpris de ce que Didier a pu faire. Hein. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est que moi je l'ai vu souvent à la Voulte.
parce que quand on jouait à la Voulte, on n'était pas non plus très dominateur. Hein, c'était souvent par des éclats. Alors, on avait des super joueurs comme Jean-Luc Averrousse, tout ça, qui arrivaient à faire des brèches. Mais Didier, souvent, a débloqué les matchs par rapport à des gestes techniques de ce calibre-là. Ouais. Et j'étais surtout content pour lui parce que, comme il dit, même sur ce match-là, à un moment, le commentateur, il appelle presque l'Escarbora quand il va prendre le ballon. On va le réécouter parce que c'est quand même extraordinaire. Et ça c'est si quand même fou. Si on peut le remettre à l'écran avec les commentaires d'origine, juste laisser, hein, on ne laissera pas le ralenti. On l'écoute. C'est au ralenti. C'est au ralenti qu'il le dit. On le remet en entier. Si la régie peut l'envoyer. D'ailleurs, je l'ai appelé Jeannot de son propre en but, un ballon pour Lafont pour Sella. Pour la relance de l'équipe de France, de son propre en but, c'est là la croisée pour Cambert-Avero. On est sur une médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué, Cambert-Avero qui récupère le ballon. Coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive. Plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe. Quel essai des Français. Après seulement 11 minutes dans ce match. Premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres. Avec au départ une relance de Serge Blanco. Un essai magnifique. C'est là qui va attendre du soutien. L'Escarborough, j'allais dire. Cambert-Avero arrive pour la croisée. Et regardez un peu ce que fait Didier Cambert-Avero. Coup de pied à suivre pour lui-même. Il récupère la balle. Il a tourné la tête. Il a aperçu Philippe Saint-André au centre du terrain. Il donne un petit coup de pied de recentrage. Et Philippe Saint-André n'a plus qu'à aller aplatir entre les poteaux. Un essai d'anthologie réalisé là par l'équipe de France. Et Guy, c'était très fort. Tu te rappelles, toi, de l'avoir vu ce match en direct? Tu t'en rappelles? Oui. Ouais, ça t'avait. Tu devais être. Non, mais toujours calme. Ah, toujours calme, c'est vrai. La force tranquille. Ah ouais, non, mais on le voit une fois, ça. Ouais. C'est pas parce qu'il y a Didier, là, mais je veux dire, on parle là, des mouvements comme ça. Ah bah là, il y en a eu 4. Hein, il y en a des essais, mais on ne se rappelle pas de tout. Hein. Ouais. Ah ben c'est sûr. Moi, chaque fois que je vois Philippe Saint-André, je lui dis, Philippe, chaque fois qu'on parle de toi sur cet essai, tu me dois des ronds. Alors, il y a un autre moment très fort de ta carrière en bleu, c'est la Coupe du Monde, parce que déjà des finales de Coupe du Monde, il n'y en a pas eu beaucoup. Quand on est joueur, l'occasion d'en jouer beaucoup. Tu en as joué une. On va la mettre, hein, quand même, on a les images forcément de cette finale. Et on peut en reparler. Est-ce que tu peux nous en parler en même temps? J'aurais préféré voir la demi. Mais oui, mais justement, mais bon. On regarde souvent cette demi avec cet essai en fin de match. Mais quand même, on va revenir, nous, sur la finale, ce Nouvelle-Zélande-France, avec la compo. Tu étais là-bas, Gilles? J'y étais parce qu'on faisait une tournée avec le Languedoc. Nous, on avait suivi l'équipe de France avec le comité du Languedoc. J'ai sur la grande tribune qu'ils avaient rajoutée, qui doit faire, je ne sais pas combien de haut, complètement en haut. Donc on voyait des pions en bas. C'est la tribune des Écossais. Et tu jouais à l'aile, hein, Didier? Je joue à l'aile, oui, parce que la Coupe du Monde, je ne devais pas la faire. Jacques Fourou avait fait son équipe sans moi. Et donc en 87, je fais 2 matchs dans le tournoi remplaçant. C'est toi à l'écran qui va marquer d'ailleurs. Avec les cheveux sur les yeux à l'époque. C'est marrant parce qu'on en parlera après de ça, mais donc ça là je la mets parce que j'en tape qu'une, donc je me rappelle. Et donc je dois pas la faire. Et je faisais un tournoi de rugby à 7 à Monaco à ce moment-là, et j'avais fait un super tournoi, j'étais en bourre terrible, et l'entraîneur de cette équipe, c'était Roland Bertrand. Et pendant ce tournoi, on entend au micro, Marc Andrieux est appelé, là, où on s'est dit qu'il s'est passé quelque chose de grave, et Marc, il revient, il me dit, on lui dit, c'est rien. Ah non, il me dit, je pars en Coupe du Monde, Philippe Béraud s'est blessé, ils me prennent. Ah ben super, et moi j'ai dit bon super, mais bon, s'ils te prennent à toi pour remplacer Philippe Béraud, je pense que moi avant qu'ils me prennent, il va falloir une épidémie. Et donc pour moi la Coupe du Monde était terminée, hein. Et puis bon, c'était le jour de la semaine, c'était un jeudi. Ce jeudi midi, je reçois un coup de fil chez moi, j'étais en train de tondre le gazon, je sais plus ce que je faisais. Et ma femme me dit, Didier, t'as Daniel de la Fédé au téléphone. Bon, très bien. Je prends le téléphone et Daniel, elle me dit Jean-Baptiste Lafont s'est blessé ce matin. Il faut que tu sois à l'aéroport d'Orly-Sud avant 18h, tu pars en Coupe du Monde. Et là, comme Gilles il a dit, il était avec le Languedoc, je devais partir avec le Languedoc. Donc mon passeport était avec le Languedoc, j'avais rien. Et grève d'avion, c'était un pataquès pas possible. Je me suis retrouvé arrivé à Orly-Ouest. Je suis descendu de l'avion d'Orly-Ouest avec un sac à dos,
parce que mes crampons et le sac à dos, parce qu'on était équipés. Je suis descendu, alors là, faut pas le dire à la douane, hein, mais je suis descendu par l'arrière de l'avion. J'ai pris une voiturette de golf, là. On a traversé toutes les pistes. Ils m'ont fait monter à l'arrière de l'avion, à Orly-Sud, parce qu'ils étaient en grève aussi. Je suis monté dans l'avion, et j'ai remonté l'avion, et je voyais les joueurs un par un. Ils me disent, qu'est-ce que tu fous là? Ben, je dis, on m'a Ils étaient pas au courant, eux. Non. Incroyable. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ben, j'ai dit, c'est moi qui viens. Ah bon, et j'ai remonté tout le monde. Jusqu'à arriver à Jacques, il dit, je suis là. Je suis là. Bon, après, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il a fallu 2 blessés pour que je parte. Ouais. Premier entraînement en collectif, Éric Bonneval se pète le croisé. 3e blessé. Jacques m'avait dit, tu es remplaçant de 3 carrels. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, première Coupe du Monde, n'importe où. Bah oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas fait le premier match contre l'Écosse. On fait 20-20. Les buteurs, c'était Franck et Serge Blanco. Ils ont tout manqué. Et le fait qu'on ait marqué 3 essais et l'Écosse 2, on est quand même premier de poule. Et là, il s'est posé des questions. Il s'est dit, quand même, je suis parti sans buteur, quand même. Donc, et un jour, il vient me voir. Il a quand même eu l'intelligence, malgré tout. Il a dit, il me faut un buteur. Ouais. Il n'y avait pas de buteur. Le seul buteur, c'était Guy Laporte. Mais c'était Franck à l'ouverture. Et Guy ne pouvait jouer que 10. Donc il me dit, Didier, en plus je bats le record du monde de points en un seul match, que détenait papa en plus. Donc j'enquille tout, je suis vraiment en bourre. Je suis vraiment en bourre. Et il arrive, il vient me voir après le quart de finale contre les Fidji. Ouais, qui était un match particulier. Très particulier. Heureusement qu'on les crève devant. Parce que vous prenez cher derrière. Derrière, on prend très cher. Oui, parce qu'il a voulu un buteur, donc il a mis Guy Laporte en 10. Ouais. Franck au centre, Charvet à l'aile. Ça a été une catastrophe. Une boucherie. Je peux le dire. Une boucherie. Là, les on s'est fait traverser de partout. Et donc, il vient me voir et il me dit... mais vous gagnez. Mais on gagne, oui. On marque 4 essais sur mêlée enfoncée. Enfin, bon. Je crois que Rodriguez, il marque 4 essais, que du mêlée enfoncé. Et il vient me voir, il me dit, Didier, voilà, il me faut un buteur, mais j'ai pas de place. Ah ben ouais. Il dit, j'ai une possibilité 3 carrels. Oh, ben, j'y vais. Pas de problème. Je préférais l'aile qu'arrière. Ouais. Parce que j'avais des repères en tant que coureur, quand le placement de l'ailier, j'avais jamais joué, jamais. Mais je dis, mais pas de problème. Et voilà, donc Jean-Guy contre... S'il t'avait dit 3e ligne qui serait allé. Ben non, je lui ai dit, du moment qu'il y a 2 chiffres, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, Jean-Guy l'Australie, ou Jean-Guy, voilà. L'Australie qui est... alors, on l'a pas mis là, mais effectivement, c'est une demi-finale incroyable, on peut revenir dessus avec un scénario de fou. C'est un scénario où on est dominé pendant une bonne demi-heure, et on est mené 9-0. Moi, j'ai 2 buts à taper, un à 50 et un bord de touche. Je manque les 2, le vent me la sort. Et à partir du moment où j'ai compris le vent, j'ai tout mis. Et donc, l'essai d'Alain Lorieux complètement en coin que je transforme. Et après, ils reviennent devant de 10 points, on repasse devant de 12 points, ils reviennent, et on se retrouve 24-24, quand je mets une pénalité pour faire 24-24, d'ailleurs, à 2 minutes de la fin. C'est fini. C'est fini, donc je sais que si je la mets, on peut aller aux prolongations, si je la manque, on a perdu. Bon, je la mets, et après, il y a cet essai lancé par Séloche, avec coup de pied de recentrage de la Gisquet, essai, et je transforme du bord de touche. Moi, la seule chose que je regrette après ce match, là, c'est vraiment perso. C'est vraiment perso parce que le rôle de buteur, c'est primordial dans un match, et je dirais pas qu'on n'a aucune reconnaissance, mais on a très peu de reconnaissance. Ce match, on le gagne 30-24. On marque 4 essais. 30-16, 14. C'est quoi ces 14 ? C'est du pied. C'est du pied. Et il n'y a pas un journal, il n'y a pas un article, il n'y a pas un résumé où on parle du jeu au pied. Donc on a marqué que quand je lis les articles sur cette coupe de cette demi-finale, on marque que 16 points. Et ça, je l'ai dit un jour à un journaliste, j'ai dit c'est un regret que j'ai parce que si j'en manque une, on est mort. Alors après, en plus, demi d'ouverture, c'est un rôle extrêmement ingrat parce que c'est normal de marquer des points. Par contre, tu es tout de suite la cible. Buteur. Parce que, buteur, demi d'ouverture et buteur. Voilà. Oui, mais c'est encore plus particulier parce que quand tu es demi d'ouverture et buteur, comme c'était ton cas, tu as la responsabilité un petit peu du jeu quand même de l'équipe. Et puis alors dès que tu peux faire un très bon match à l'ouverture, mais si tu foires un peu ton jeu au pied, les gens vont retenir que ça. On retient que ce qu'on voit. Mais d'ailleurs, à Grenoble, ça a été pendant de très nombreuses années. Et après, j'ai toujours pris l'exemple de Wilkinson. Wilkinson, il est champion du monde avec l'Angleterre. Combien d'essais ?
Eh bien, je Zéro. ne sais pas s'il n'y en a pas mis un. Oui, Et zéro, il met tous les pieds avec le pénalité drop. Ouais. Et on parle que de ça. Ouais. Mais nous, en France, non. Les 14 points du pied, on n'en parle pas. Enfin, on n'en parle pas assez. Parce que les essais, il faut les marquer. Mais bon, quelque part, derrière, je pense qu'on manque. Le buteur en France manque de reconnaissance. Et pourquoi vous êtes. Il n'y a jamais eu l'occasion de partir en Angleterre dans cette période-là où c'était les premiers départs, peut-être qu'il y en a pas eu beaucoup. Mais ça se faisait pas trop. Ça se faisait pas du tout à l'époque. Non, du tout. Non. Je crois que les premiers, ils sont partis en Afrique du Sud. Là, juste après. Il y en a 2 ou 3 qui sont partis en Afrique du Sud. Thierry Lacroix, sur la fin encore. Mais non, très peu, non. Guy, il fallait partir en Angleterre pour amener les Canberra-Béraud dans les îles britanniques, non? Non, pas les Anglais. Ils auraient eu des problèmes. Comme ça. Rien que pour dire le nom, ils avaient des problèmes. L'anglais était trop parfait pour y aller. Merci en tout cas Didier de nous avoir remémoré ces moments forts du rugby français. On va terminer cette émission avec la suite et on va dire maintenant la marque Canberra-Béraud, ce qu'est devenu la marque Canberra-Béraud aujourd'hui. Alors on va parler d'un autre Cambé qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais Gilles, tu vas le représenter, hein, c'est le fiston Mathieu, puis on parlera également d'autres Cambé encore par la suite, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui performent aujourd'hui. Déjà un petit mot sur Mathieu, pendant qu'on voit la carrière également de Mathieu, Gilles qui a fait quand même des clubs comme vous, hein, La Voulte forcément, Béziers forcément, puis un passage au Loup, au VRDR et aujourd'hui à Vienne en Fédéral 1. Oui, mais Mathieu, il a été formé à La Voulte, hein, comme nous, jusqu'en cadet, je crois. Et demi-de-mêlée, comme... Demi-de-mêlée, bon, il peut jouer 10, 9-10, hein, un peu comme nous. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi, quand on est Cambé, on joue que 9 ou 10 globalement? C'est pas compté. C'est fou quand même. Non, mais je crois, oui, après, comme je disais tout à l'heure, on mime toujours un petit peu ce qu'ont fait peut-être les parents, je sais pas, et puis il y a aussi le côté morphologique. Hein. Oui, il n'y a pas de pilier dans l'équipe. Voilà, on a des gabarits où on aurait peut-être pu jouer derrière, mais c'est vrai que bon, Mathieu, il a pas les mêmes gabarits que moi, enfin, moi avant, quoi. Ouais. Et donc, on n'est pas très grand, on joue plutôt sur les appuis, donc c'est vrai que le poste du 9 lui convenait bien, et donc il a fait tous ses clubs, il a touché un petit peu le rugby professionnel avec Béziers et aussi le ROC et le VRDR, donc le recouvrement de clubs sur la Drôme Ardèche. Mais bon, ce que je regrette pour Mathieu, c'est le fait que, un peu comme Johan, hein, parce qu'il y a aussi le fils de Cécile, notre sœur, qui a joué aussi un peu comme Mathieu. Bon, il est passé par Bourgoin, qui lui, suite à des blessures au genou, a dû arrêter de jouer. Donc maintenant, il entraîne. Donc il a quand même réussi à rebondir. Mais Mathieu, ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas eu plus de chance. Et c'est vrai qu'on parlait de pression tout à l'heure. Je pense que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de pression du nom. On a quelques images de Mathieu, on va les montrer, mais lui, il avait le double d'héritage que vous, finalement. Tout à fait, je pense. Alors après, il n'y a pas que ça, mais je sais qu'à Béziers notamment, en plus, il y a le nom, c'est le club où nous, on était passés. Je ne dis pas qu'on avait marqué le club de Béziers, parce que Béziers, c'est tellement important que nous, on a eu qu'un petit passage, mais il est arrivé à une époque où il y avait encore des gens qui se rappelaient de nous, et je pense qu'il a eu une grosse pression qui n'ont pas permis de s'exprimer. Et je trouve que il est à Béziers, par exemple. Là. Je trouve que c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui aurait mérité de jouer un peu plus haut à un moment, d'avoir sa chance, quoi. Parce qu'il a vraiment un bagage technique. Franchement, j'en parle souvent, j'ai l'impression de voir Didier. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il joue au tennis, quand il joue au golf, même des sports où il n'a jamais joué, il va être performant. Et ça, c'était une des qualités de Didier. On s'est mesuré au tennis. D'ailleurs, il est solide. Ouais. Il est solide. Et je pense que, non, mais même au niveau technique individuel, c'est quelqu'un, je vois la passe qu'il a. Et franchement, on parle de la passe des Anglais, très vive, très rapide. Et il a cette qualité-là. Et c'est dommage. Voilà, maintenant, il est content de sa carrière. Moi, je suis très content de ce qu'il a fait. Hein. Je suis très fier de ce qu'il a fait. J'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est pour lui, quoi. Je pense qu'il en a souffert un peu parce qu'il sait qu'on l'attendait un petit peu. Comme nous, on a pu aussi, enfin moi notamment, en souffrir aussi. Et voilà, donc maintenant, je sais qu'il est à Vienne, il s'éclate. Ouais, il dans un club sympa, structuré, qui est structuré, qui joue à un bon niveau, avec une bonne bande de potes. Et oui, on salue Yann Arnaud, le manager directeur sportif. Il fait un peu tout là-bas. Yann, comptable, je crois. Oui, c'est un peu le propre du club. Un peu tout. Non, mais un club champion de France. Oui, tout à fait. Dans les années. Non, mais 50, c'est un très bon club.
Et voilà, donc il va finir sa carrière. Là maintenant, il est rentré chez nous, il travaille avec nous donc pour la marque. Ah, on va en parler. Et voilà, donc voilà, c'est dommage pour lui parce que je pense que ça aurait été bien même pour son moral, parce que c'est vrai que cette pression, elle pèse toujours un petit peu. Alors toi, Didier, t'as pas eu de garçon, hein, t'as eu des Non, filles. alors est-ce que c'est une chance ou pas, j'en sais rien. Ouais. Mais moi j'ai fait 3 filles, j'en ai fait 2, puis après j'ai arrêté, et puis on a dit on va tenter le garçon, et on a eu une 3e fille. Voilà. Mais bon, on ne le regrette pas parce que c'est Alizé. Alizé fait du volley en professionnel. Cette année, elle va jouer à Saint-Raphaël. Il y a quand même un gène sportif quelque part. Enfin, à un moment donné, quand du grand-père ou de l'arrière-grand-père, on joue au plus haut niveau, qu'importe le sport, finalement, c'est. Ou alors c'est culturellement, est-ce qu'on se donne des valeurs, je sais pas comment moi sur les 3 filles, les 3 ont fait du volley parce que ma femme était volleyeuse. Ouais. Sur les 2 premières, il y en a une qui est allée au maximum, elle jouait en National 1, à l'époque c'était la 2e division. La 2e, c'était pas trop son truc, et la 3e, elle est rentrée dedans et a eu la chance chez les jeunes d'être dans une équipe très performante où elle est championne de France 8 fois en 9 ans chez les jeunes, toutes catégories confondues, des fois des doublés. Et maintenant, par contre, elle n'est pas attaquante. Hein. Non. Et elle est un peu comme tout le monde dans la famille. Hein. Elle fait son mètre 70. Bon, pour une fille, c'est pas mal. Et demi ou pas? Non, c'est pour savoir. Non. Donc, elle est libéraux et donc elle a goûté avec l'équipe de France junior. Et puis maintenant, elle joue en pro. Et elle a 25 ans et j'espère qu'elle s'éclatera le plus longtemps possible. Guy, tu gardes un œil sur les petits-enfants ou pas? Non, tu les laisses faire. Non, je les laisse. Au début, on se mettait face à face, on appelait les coups de pied, tout ça. Puis, ah oui, quand même. Et puis maintenant, non, il y a un moment que... Mais tu les suis quand même? Oui, mais je les laisse tranquilles. Ouais. Je ne suis pas, disons, le grand-père casse-bonbon. D'accord. Il faut laisser. Hein? Il faut les laisser faire. Ils ont des parents qui peuvent s'en occuper. Moi, pour le volley, je ne l'aide pas beaucoup. Hein. Moi, c'est pareil, je suis pas spécialement derrière. Lui, il me demande des conseils souvent après match, on en parle. Mais tu n'as pas mis de pression particulière? Pas du tout. Non, aucune. Non, c'est lui qui vient vers moi quand il a besoin. Je sais qu'il aime bien quand je suis au match et que je fais une analyse du match en général sur l'équipe. Et sur lui aussi en particulier, si j'ai besoin. Mais c'est vraiment une discussion qui vient naturellement. Et si elle ne vient pas, elle ne vient pas. Il n'y a pas de pression aucune. Et alors tout à l'heure, tu l'as évoqué également, tu as dit sur la marque, parce qu'il y a dans cette reconversion que tout le monde parle au niveau du rugby, vous avez créé cette marque de vêtements, Cambé Sport, tu vas nous en dire plus. Une marque que chez LSD on connaît bien, puisqu'on la porte, que pas mal de rugbyman portent. Mais comment c'est venu cette idée d'aller faire des vêtements? Est-ce que vous n'êtes pas les premiers dans le rugby à le faire non plus? Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, pourquoi? Je réponds. En fait, ça s'est fait d'une manière complètement au hasard. Ouais. C'était, j'ai plus les dates exactes, mais c'était à l'époque où Eden Park avait lancé la mode du polo de rugby. Ouais. Donc dans les années 61, voilà, avec pas 61, 91, pardon, avec le Racing. Et donc, près de chez nous, à Tournon, là où j'habite maintenant d'ailleurs, il y avait une société de réinsertion professionnelle qui avait un atelier textile pour former les gens, les aider à se réinsérer. Et ils ont demandé à papa s'il était d'accord de griffer le polo au Canberra-Béraud. Et donc papa, bien sûr, a dit oui, mais là, il n'y avait vraiment il n'y avait pas de royalty ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour aider les gens. Et ils ont fait ça pendant 1 ou 2 ans. Et en fait, l'activité a été beaucoup plus intense que prévu. Et comme c'était pas leur philosophie de faire du business, ils étaient débordés parce que après il y a tout ce qui va derrière. Donc du coup c'est là où on s'est dit tiens pourquoi pas déposer la marque et partir là-dedans quoi. Donc voilà, l'idée est partie de là. Donc moi j'ai décidé d'en faire mon métier, donc ça a permis de gérer l'affaire. Mais papa et Didier comme Lilian sont dans l'histoire. C'est eux qui ont fait l'histoire des Canberra-Béraud, hein, donc c'est quand même normal qu'ils y soient. Et voilà, donc depuis on se développe et on essaie d'exister sur le marché. Du coup, vous gardez avec cette marque aussi le lien du coup avec le rugby amateur, avec le rugby de compétition, parce qu'on vous voit aujourd'hui sur des maillots d'équipes de fédérales. Alors Guy, c'est quand même marrant
que ton papa, il jouait, toi, tu as joué en équipe de France, tes gamins, ils ont joué, un en équipe de France, et puis aujourd'hui, le nom Cambera-Béraud, il apparaît sur des joueurs amateurs un peu partout en France. Ça aussi, c'est quand même fort. On a été bon, quoi. Ouais, c'est réussi. Ça s'explique pas, ça. C'est le talent. Non, mais ça a été une continuité, quoi. Puis c'est tout. Et puis, comme on dit, au départ, il ne faut pas péter plus que ton cul, comme on dit. Il ne faut pas péter plus que son cul, je suis d'accord. Voilà, je m'excuse de l'expression. Mais il ne faut pas, ne t'excuse pas. Et puis, bon, ben, il y a eu une continuité, et puis après, j'ai dit aux gamins, maintenant, débrouillez-vous. Et puis ils ont continué, enfin, surtout Gilles, quoi. Alors c'est une marque, en quelques mots, c'est pas que équipementier, il y a aussi toute une gamme de prêt-à-porter. Oui, en fait on a deux parties. On a la partie prêt-à-porter mode, la marque Cambera-Béraud, et puis on a la partie équipementier qui s'appelle Cambé et vestiaire du sport, puisqu'on fait pas que du rugby, on fait tous les sports. Où là on propose d'équiper les clubs avec de la personnalisation totale. Ça me donne l'occasion, moi, de remercier notre ami du Grand Lens, Jean-Pierre Da Silva. Il est là, je sais qu'il n'est pas loin, il est en loge, avec SV Boutique, qui nous a permis, nous, de nous connaître, puisque ça fait partie de vos revendeurs. Voilà, c'était important aussi quand même de parler de cette reconversion, parce que ça fait partie du rugby aujourd'hui, quand on est rugbyman professionnel. Alors vous étiez juste avant cette période pro, Didier, juste avant de terminer, maintenant vous êtes CTC, donc vous avez fait joueur, tu as fait joueur, tu as fait coach, et maintenant tu es à nouveau dans la transmission. Oui, disons que j'ai entraîné après, j'ai fini ma carrière de joueur, puis j'ai entraîné à 4-5 clubs pendant 4-5 ans, après j'ai pris des clubs amateurs, puis bon, au moment j'en avais un petit peu ras la casquette, donc je suis parti de complètement autre chose, et là ça fait un an que je suis revenu dans le rugby, cadre technique à la Ligue Occitanie de rugby, où je m'occupe des écoles de rugby, des éducateurs, et je reviens un petit peu à la base. Et ça veut dire que un jour tu vas peut-être reprendre un poste d'entraîneur, ça te rebotte un peu ? Dans une prochaine vie, mais bon, non, c'est pas pour le moment, non. Et Gilles, non, toi Je sais pas. Moi, dis pas non quand même. Non, le problème c'est que j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, donc je sais que pour être entraîneur, à quel que soit le niveau, il faut être disponible, donc j'ai pas trop le temps. J'ai entraîné un petit peu les espoirs du ROC et du VRDR pendant 2 ans cumulés, où j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a permis de me réactualiser un petit peu dans le rugby, parce que ça va vite. C'est quelque chose qui me plairait, mais à la retraite alors, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Bon, en tout cas, on termine ensemble cette émission sur la famille Cambera-Béraud. Je voudrais vraiment remercier Guy, te remercier d'être venu, de nous avoir parlé de rugby et de tes souvenirs, Guy. Oh oui, puis, parce qu'il y a un moment que je n'ai pas parlé. Merci beaucoup Guy, merci Didier qui est venu de Béziers puis qui repart je crois à Béziers parce que tu as une visio dès ce soir. Ouais, ce soir, ouais. Voilà, et merci Gilles. Merci Hugo. Également du côté de Tournon, on n'est pas bien loin ici à Voiron. Merci également à la régie de LSD, à l'équipe LSD qui était là pour préparer cette émission. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler rugby amateur, on va repartir en Fédéral 3 et ça commence à revenir un petit peu en odeur de sainteté tout ça. Ciao ciao.